La Cité européenne des scénaristes présente... On parle tout le temps de Twitter et du fait que maintenant on écrit chaque phrase en pensant à tout ce que les gens vont critiquer. Et il y a ce problème avec les pilotes, c'est-à-dire que maintenant on veut réussir absolument tout dès les premières 40 minutes. Et du coup on prend plus le risque de se planter. Beaucoup de séries en fait elles se sont trouvées aussi au fil de l'écriture et ça c'est vrai que c'est de moins en moins possible. Les critiques, séries et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. J'aime bien quand le personnage n'est pas psychologisé à outrance. Il y a une série dans laquelle c'est assez visible, c'est Tapi. À aucun moment on va aller chercher des éléments de la biographie pour expliquer pourquoi c'est un escroc, pourquoi il a pris telle mauvaise décision, pourquoi il abandonne ses employés à un moment. Eux ne travaillent pas directement avec le scénario, mais leur métier de journaliste les amène parfois à l'étudier, à le qualifier et à le promouvoir. Dans ce 27e numéro de l'émission, la parole est à la critique série. Quel est leur rapport au scénario ? À eux 5, mes invités du jour travaillent aussi bien pour des médias radio que télé, que papier ou encore en ligne, à savoir France Inter, France 2, Canal+, Le Monde ou encore Slate. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Mais d'abord, laissez-moi vous préciser ou repréciser quelques termes techniques relatifs à la série et au journalisme afin de ne perdre personne. Avancez dans l'épisode si vous connaissez déjà. Côté série, on parlera notamment de pilote, d'arc, de cliff, de feuilletonnant versus procédural et d'arène. Le pilote fait référence à l'épisode pilote, à savoir le premier épisode de la première saison d'une série. Ensuite, un arc, diminutif d'arc transformationnel, c'est l'évolution d'une dimension de l'histoire au cours de la série. On parle en général en particulier de l'arc d'un personnage, à savoir comment ce personnage évolue au fil des épisodes d'une série. Puis le cliff, abréviation de cliffhanger, à savoir un retournement de situation dans un scénario d'une série. On continue avec les termes feuilletonnant et procédural. Une série feuilletonnante, la norme de nos jours, développe une histoire sur plusieurs épisodes, tandis qu'une série dite procédurale reprend à zéro à chaque épisode, telle la sitcom traditionnelle qui plonge les personnages dans de nouvelles situations à chaque épisode sans qu'ils ne présentent d'arc transformationnel, donc sans que le comportement des personnages n'évolue d'un épisode à l'autre. On appelle alors hybride une série dont certains aspects sont procéduraux, par exemple chaque épisode présente une intrigue policière unique et bouclée, et d'autres aspects sont feuilletonnants, par exemple l'enquêteur évolue dans sa vie personnelle au fil des épisodes. Enfin, sur le vocabulaire des séries, on appelle arène le contexte dans lequel évoluent les personnages, ce qui inclut donc notamment le lieu de l'action, son époque, son échelle politique et sociale. Est-ce qu'on est par exemple dans une famille, dans un voisinage, dans les institutions nationales, voire dans un conflit carrément interplanétaire? Et enfin l'échelle de temps, depuis le temps réel, pour les séries par exemple Hijack ou 24 heures chrono, jusqu'au temps très long, par exemple plusieurs décennies dans la série Sambre. Et concernant les termes journalistiques, vous entendrez notamment la notion de pigiste, à savoir quand un ou une journaliste n'est pas employé par un média en particulier, mais travaille en indépendant, donc choisit au cas par cas à quel média envoyer quels articles, et la notion de junket, diminutif de presse junket, décrivant les opérations promotionnelles de séries ou de films durant lesquelles, dans un lieu donné, par exemple une chambre d'hôtel, de nombreux journalistes se succèdent à la chaîne pour poser chacun son tour quelques questions à une même personnalité. C'est pourquoi les interviews d'acteurs et actrices ont souvent le même fond d'une interview à l'autre derrière les acteurs. Voilà, je vous laisse avec la discussion enregistrée en décembre 2023. Je m'appelle Audrey Fournier, je suis journaliste série au Monde. Benoît Laganne, je suis journaliste série à Télématin sur France 2 et à France Inter dans le 6-9 du week-end. Anaïs Bordage, je suis journaliste cinéma et série indépendante et je travaille beaucoup pour Slate. Charlotte Blum, je suis journaliste pour le Cercle Série sur Canal+, et réalisatrice de documentaires. Ronan Cros, je présente le Cercle Série sur Canal+, et je suis journaliste cinéma et série pour Cinématiseur. Quelle importance accordez-vous au scénario dans votre exercice critique de série? Une très très grande importance. Je sais pas vous, mais pour moi c'est crucial en fait. Enfin, je pense que justement quand on travaille à la fois sur le cinéma et les séries, c'est une des premières distinctions qu'on fait, où je vais beaucoup plus penser à l'écriture quand je juge une série, surtout un pilote de série, que quand je juge, je sais pas, par exemple les 10 premières minutes d'un film, où c'est peut-être plus le visuel qui va devoir me happer. En série, on part du principe qu'on doit faire revenir les gens, et l'écriture joue énormément pour ça. Ouais, moi aussi, c'est-à-dire
que je peux regarder une série si esthétiquement je y trouve rien de révolutionnaire, c'est pas grave. Là, tu veux parler de Maggie, c'est ça? Tu me connais bien. Je connais bien. Si scénaristiquement ça tient la route. Et donc effectivement, c'est au-delà de ce qu'on peut penser assez naturellement du scénario, donc du cliff ou des choses comme ça. C'est déjà si les personnages et le cadre dans lequel tout ça se passe est déjà bien écrit, ou que j'imagine bien écrit. Ouais, je vous trouve un peu dur avec Maggie déjà. Je crois que dans une série, l'appréciation du scénario, en premier lieu, c'est soit il est génial, soit il est pourri. C'est dans ces deux cas qu'on le voit vraiment et qu'on commence à s'y intéresser, à le décortiquer. La plupart du temps, on remarque pas vraiment sa présence. C'est pas forcément un signe de mauvaise qualité d'ailleurs de la série, mais pour moi en tout cas, c'est ça qui me frappe en premier. Moi, j'ai l'impression qu'une série, c'est surtout un dispositif, c'est-à-dire à quoi on m'invite et à quoi on va m'inviter à revenir. Et donc effectivement, comme disait Anaïs, moi j'ai l'impression qu'un pilote, c'est une invitation à ce qu'on va me proposer pour la suite. Donc évidemment, il y a le scénario. Quand même, je trouve que l'esthétique a un rapport. Les deux vont ensemble, c'est-à-dire que une série quand même très mal filmée ou vraiment très laide, ou voilà, je vais avoir du mal à quand même rentrer dedans. Un exemple très simple, je pense que toutes les séries américaines de la CW, donc cette chaîne un peu pour ados, il y a quand même une esthétique, une façon de filmer qui est un peu, quand on a passé nos grands âges, est un peu rebutante pour nous parce que c'est un imaginaire qui est peut-être pas le nôtre. Après, effectivement, moi je trouve que c'est vraiment un truc de dispositif de scénario. Mais justement, moi quand je sens le dispositif, j'ai une haine immédiate pour la série. C'est bien qu'on travaille ensemble, c'est une bonne idée. Non mais quand je sens les bons élèves de la série, alors une structure de pilote c'est ça, alors à la fin il faut que je finisse sur un cliff, alors là je vais faire l'introduction des personnages, quand je sens que dans un pilote, surtout aujourd'hui où il y en a tellement, les personnes n'ont pas fait d'efforts pour avoir une forme de quelque chose d'unique dans leur écriture et qu'ils ont suivi un cours d'écriture et de steps et de beats de scénario, ça me met hyper en colère. C'est-à-dire que c'est tellement schématique aujourd'hui que je vais tout de suite aller chercher quelque chose qui casse ça. Si tu suis trop ça, j'ai pas envie de te regarder. Mais pour autant, le scénario reste central pour toi et important, même si tu veux pas que ce soit dans les codes forcément, quand tu fais ton analyse critique, ou justement, à l'inverse, tu mets un peu le scénario de côté quand tu reçois un pilote et c'est pas forcément ce qui est le plus important pour toi. Mais tu peux pas mettre le scénario de côté parce que c'est l'histoire. Donc moi, je viens là essentiellement pour qu'on me raconte une histoire. Enfin, effectivement, contrairement peut-être au cinéma où on a un engagement plus court, l'esthétique va pas pouvoir te sauver éternellement. C'est comme si t'es une très jolie personne, mais que t'es aussi conne. Bah, il y a un moment. On parle des ex tout de suite, en fait. Si tu m'entends. Non, mais ça va pas te sauver éternellement d'être jolie. Et sur la série, effectivement, il va falloir que tu me racontes une histoire à un moment ou à un autre. Mais si tu choisis de me raconter, mais même une très bonne histoire, mais trop balisée, trop structurée, je considère que tu m'as trahi. Pour ajouter quelque chose sur effectivement scénario ou mise en scène, choses comme ça, moi en fait ce que je regarde au-delà du scénario, c'est pour répondre à ce que disait Renan typiquement sur CW, c'est-à-dire d'où ça vient. Si une série arrive d'un network, si une série arrive d'une chaîne française, si une série arrive d'une plateforme, alors je vais regarder aussi le travail sur le scénario de façon différente. Et ça, j'essaie de l'intégrer dès le pilote, même s'il y a des mécanismes, parce qu'on sait que sur certaines chaînes, il va y avoir des mécanismes, des passages obligés, et que tout le talent, justement, que j'essaie de déceler dans ce que je vois, et qui est dans le scénario, c'est de savoir comment on déjoue ou pas ses obligations. Justement, ça m'arrive à la question suivante, c'est à quoi êtes-vous attentif du coup quand vous évaluez un scénario de série ? Il y a un gros enjeu, je crois, sur la construction des personnages. C'est un petit peu pour reprendre ce que disait Charlotte, c'est-à-dire que si on espère être emporté sur plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons, même si c'est de moins en moins le cas, la construction des personnages et donc l'écriture des personnages, même si ça suffit pas, après tout le scénario, c'est qu'une des formes de l'écriture d'une série, ça c'est absolument crucial, quoi. S'il y a un personnage qui est antipathique pour les mauvaises raisons, qui manque de charme, qui se sent décalé, par ailleurs, il peut y avoir des personnages décalés qui sont extrêmement intéressants. Il y a une série que j'ai vue récemment qui s'appelle The Curse, que vous avez vue, j'imagine, aussi, dans laquelle il y a un personnage complètement mystérieux, tout à fait insaisissable, dont on comprend absolument pas quelle est sa place dans le scénario, qui est interprété par Benny Safdie et qui pourtant est fascinant. Mais en tout cas, je crois qu'on entre tous, en tout cas beaucoup, dans une série par ces personnages. Ouais, c'est une question d'identification, je crois, c'est-à-dire quelle vision du monde on va me raconter, comment on va me la raconter. Moi, récemment, il y a une série qui était d'ailleurs très attendue, où vraiment, au bout de 1-2 épisodes, je savais que je n'aimais pas ces personnages, que ces gens-là ne m'intéressaient pas, que la vision du monde à travers eux ne me touchait pas, et j'ai eu énormément de mal à aller au bout de la série. C'est une série qui s'appelle Tout va bien, que beaucoup de gens ont adoré, et moi j'ai vraiment pas du tout accroché à la série parce que je trouvais que cette vision antipathique des personnages, je n'arrivais pas à dépasser mon antipathie pour ces personnages-là. Alors là, c'est vraiment la partie, je pense, subjective de la critique. Encore une fois, Tout va bien, c'est vraiment remarquablement fabriqué, mais ce qu'il y a derrière ça ne me touchait pas et ne m'intéressait pas, et donc il y a quelque chose vraiment là de l'ordre de l'appréciation et de la vision du monde.
monde aussi qu'il y a derrière une série et derrière des personnages. Je dirais la même chose et typiquement sur Tout va bien, je dirais totalement l'inverse, c'est que c'est au contraire justement, on peut voir la mécanique d'une série qui pourrait jouer sur le mélo, sur le larmoyant, sur tout ça et qui grâce à ces personnages qui nous ressemblent ou pas, qui renvoient à des petites parts de nous et effectivement la dimension subjective entre en jeu. Donc les personnages pour moi c'est hyper important puisque c'est comme des amis qu'on va retrouver. Et donc, si ces amis-là, comme dans un repas, on a autour de la table que des gens insupportables, moi, si je peux m'échapper rapidement pour dire j'ai babysitting, le babysitter s'en va, je pars. Bon, moi, j'attache vraiment personnage et arène, ça c'est sûr. Mais l'arène peut nous surprendre, c'est-à-dire qu'on peut entrer dans un univers. Moi, je suis dingue de séries médicales alors que je déteste aller à l'hôpital. Donc, l'arène en elle-même, c'est a priori au premier abord, j'y vais pas. Or, si les personnages dedans m'attirent, sont des amis potentiels ou des ennemis potentiels, alors je rentre sans problème. Pour moi, en fait, les deux sont liés. J'aurais tout de suite dit les personnages aussi. Et je pense que le lieu, il est important parce que moi, ce que je recherche, c'est de l'ouverture, c'est de la possibilité. Parce qu'on veut pouvoir revenir pendant longtemps, même si, comme Audrey le disait, c'est de plus en plus rare et il y a beaucoup de mini-séries et de séries qui durent pas très longtemps. Mais moi, je reste attachée à cette idée un peu traditionnelle de la série qui va m'accompagner pendant des années. Et donc, je veux un début de série qui me promettent énormément de possibilités, où je me dis il va y avoir un monde à explorer pendant très longtemps, on va pas se lasser. Donc je préfère ça qu'une enquête qui va devoir être résolue au bout de 3 ou 4 épisodes, alors qu'un hôpital, un bureau, un setup assez large, j'ai envie de pouvoir découvrir plein de choses à la saison 3, à la saison 4, à la saison 8. Ça commence pas en se disant ça va se terminer à la fin de la saison dès le début, quoi. C'est pas un on n'en truc... peut plus des gens qui disparaissent dans les séries. Moi, je sais pas vous, mais j'en peux plus des enquêtes, des gens qui disparaissent, des gamins qui ont disparu, tout ça. Ne les retrouvez pas, faites vos vies, racontez autre chose. Là, ça m'intéresse beaucoup plus, en fait. Et les scénaristes ont souvent tendance à se plaindre que la télé française finance essentiellement du polar, justement. voilà. C'est vrai. Moi, je pense qu'on a tous à peu près regardé les mêmes séries. Enfin, en tout cas, je pense qu'on a un socle de culture qui est à peu près le même. Et on est un peu les gens qui avons découvert et qui se sont habitués aux anti-héros. Je considère pas que Tout va bien, c'est que des anti-héros. C'est quand même plus compliqué que ça. Mais je pense qu'on s'est habitué à avoir des personnages mal aimables et que grâce à l'écriture des séries qui nous montrent les failles de Tony Soprano à Walter White, enfin, en tout cas, qui nous apprend à aimer des personnages mal aimables, moi, je réapprends à aimer des personnages aimables. Et une série comme This Is Us, par exemple, qui de base n'est pas du tout pour moi, c'est que des gens super gentils avec des bons sentiments, ça m'emmerde. Et ben, en fait, c'est tellement bien écrit, les personnages sont tellement bien construits et la backstory est tellement solide, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas ennuyé une seule seconde sur toutes les saisons de This Is Us avec des personnages extrêmement banals, mais tellement bien écrits. Et pour moi, c'est que une histoire de scénario là sur ce coup-là, que en fait on a pu casser ce truc de l'habitude du anti-héros où on a eu que ça pendant des années à cause d'HBO et de la façon dont ils ont cassé les moules. Et là, moi, je suis très admirative. Si tu me fais aimer des gens aimables, je suis très très admirative. Casser l'habitude, en fait. Je crois que c'est qui nous intéresse. Mais l'exemple de This Is Us, c'est typiquement ce que je disais sur la reine et les personnages. Série de Network, donc on s'attend à la série familiale de Network un peu classique. Soit chronique, mais on sait que ça durera 1 saison et demie parce que après ça s'arrêtera parce que tout le monde déteste apparemment la chronique. Soit on crée effectivement des mécaniques qu'on a trouvées dans des séries qui n'arrêtaient pas de finir, genre Lost, et on glisse des cliffs, des choses étonnantes dans un univers qui tient en fait juste parce qu'on se dit que peut-être dans un épisode, en fait, on va rester autour d'une même idée, juste avec des personnages et juste dans leur salle à manger, et que peut-être ça peut durer 42 minutes comme ça et que ça va nous plaire parce que il y a tout. Et effectivement, c'est ça que moi j'attends, parce que moi, je suis de la culture où j'ai d'abord apprécié les séries par des héros qui n'étaient pas des anti-héros. Et quand j'ai vu arriver les anti-héros, ça m'a amusé, mais ça m'a vite gonflé. Parce que je trouvais que c'était trop facile dans l'écriture. C'est trop facile finalement de partir sur un méchant qu'on va finir par apprécier au fur et à mesure, etc., même si on le déteste. Et donc, je suis content aujourd'hui de retrouver des gens bien. Moi, je serais pas tout à fait d'accord quand même là-dessus, mais c'est aussi lié au raccourcissement des saisons, au raccourcissement des séries. Ouais. C'est-à-dire que quand vous avez une série comme Urgence sur 15 saisons et vous avez des personnages qui restent sur une dizaine de saisons, je sais plus combien d'épisodes. C'est 24 épisodes d'une 50 minutes. C'est énorme. Enfin, Mark Green, on l'a connu pendant 10 ans. Et au bout d'un moment, Mark Green, c'est un membre de la famille. Et un membre de la famille, il est chiant parfois, et parfois il est génial. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ces séries-là qui duraient des années et des années, c'est de pouvoir explorer toutes les phases d'une même personne. Les personnes sont pas non plus des monolithes. Et alors, oui, je comprends tout à fait ce que Benoît dit sur Succession, par exemple. C'est vraiment quelque chose qu'on a ressenti très très fort. Il y avait une vraie scission chez les critiques et chez les téléspectateurs sur Succession au début, quoi. Ils sont tellement pourris que vraiment ça vaut pas le coup. Il y a un cynisme énorme. Ou alors ils sont absolument fascinants et on va se faire du mal à les regarder jusqu'au bout. Je suis désolée, moi ces personnages je les aime quand même. Pourquoi ? Parce que j'ai passé 4 saisons avec eux.
justement à regarder des épisodes qui étaient à la fois brillamment construits, brillamment dialogués, souvent très drôles et extrêmement bien mis en scène, et qui ne ressemblaient pas à ce que je regardais ailleurs pour une série qui est pourtant extrêmement répétitive. Elle raconte la même chose de saison en saison. Ça, c'est un peu la magie de la série, mais il faut plusieurs saisons pour ça. Et effectivement, là, on est justement du côté du scénario dans une efficacité, un besoin d'efficacité de plus en plus évident dès les premiers épisodes. Qu'est-ce qui pour vous fait un personnage irrésistible, un personnage vraiment addictif qui va vous accrocher dans une série ? En fait, c'est l'idée qu'un personnage est à la fois une chose et une autre en même temps. Ça, je trouve que c'est assez fascinant et seul le temps de la série peut le déplier. C'est-à-dire que il y a quelque chose dans la série qui tient de la relation à long terme et du fait de découvrir quelqu'un et de découvrir un personnage. Je dis ça et en même temps, une de mes séries préférées qui est Friends, les personnages sont les mêmes du premier épisode jusqu'à la fin, mais parce que la sitcom a cette espèce de monde parallèle en fait où les gens ne changent pas. Tout est remis à zéro à la fin de chaque épisode. Exactement. Ouais. Et puis il y a quelque chose de l'ordre dans la sitcom vraiment d'un monde du statu quo, c'est-à-dire que tout revient au statut original. Friends a un peu changé les choses parce qu'ils se sont mis tous les uns et les autres couchés ensemble, ce qui était un peu plus compliqué quand la sitcom parlait de la famille, parce que ça donnait une autre série si les membres de la famille couchaient entre eux. Mais il y a quelque chose de l'ordre dans Friends qui moi me fascinait, c'est-à-dire que je retrouvais une sorte de bulle idéale d'un monde qui ne change jamais. Ce que tu disais Audrey, qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que la série, les anti-héros et tout ce que HBO a apporté, c'est de nous montrer que le monde change en permanence et que les gens changent en permanence. Moi, j'ai énormément de mal avec les personnages qui sont aujourd'hui surécrits, ou en tout cas que je vois comme des concepts. Tu parlais de The Curse, moi les personnages, je les vois comme des dispositifs de comédiens, c'est-à-dire on va donner à Nathan Fielder le rôle qu'il sait faire et donc je vois la fabrication. Alors ça peut me fasciner, et d'ailleurs The Curse me fascine pendant quelques épisodes. C'est un petit théâtre de marionnettes. C'est un petit théâtre de marionnettes, ouais. Et en même temps, il y a une émotion de l'identification qui marche jamais, c'est-à-dire que c'est plutôt le côté cérébral, et c'est vrai que moi j'ai besoin qu'un personnage me touche, et Benoît parlait d'amis tout à l'heure, je crois qu'il y a un truc, enfin j'ai l'impression que les fans de séries sont des gens très seuls dans la vie et qu'on a très envie que tous ces gens soient nos amis. Moi je suis marié, 2 enfants, donc je suis pas tout seul. Ouais, c'est une série ça. Bah, c'est volontaire. Et pas la meilleure. Il en est là Benoît, il calque sa vie. Mais là où je rejoins Renan, par exemple, un des personnages que j'ai aimé suivre là ces dernières années, c'est Ted Lasso. Et pour moi, Ted Lasso, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le personnage au départ, c'est l'archétype qui pourrait sortir d'un Friends où à chaque épisode, ça repart à zéro. Sauf que là, ça repart pas à zéro. C'est ça qui, moi, me plaît le plus dans un personnage, c'est quand il est à la fois reproductible, d'épisode en épisode, mais où, petit à petit, on révèle de lui quelque chose qui va plus nous faire rire, en l'occurrence dans Ted Lasso, mais va nous émouvoir, où on va pleurer avec lui, où on va voir son trauma à lui avant lui, où on parlait de This Is Us, typiquement le père Jack Pearson, qui représente à la fois tout ce qu'on aimerait être en tant que père, et à la fois non. Et ça, c'est grâce à l'accumulation des petites choses de la vie. C'est la même chose que les arènes, au fond. C'est-à-dire que au départ, on pense que c'est fermé, comme dans une sitcom, finalement un décor, immeuble, et petit à petit, on voit que ça bouge, tout doucement. Peut-être qu'on le voit même bouger, nous, critiques, avant même, parfois, j'ai l'impression que certains auteurs. Quand on aime une série. Je rejoins tout ce que vous avez dit, c'est la complexité. Je pense que c'est vraiment le plus important. Un personnage de série doit le plus possible ressembler à un vrai être humain. C'est pour ça qu'on en a marre des archétypes, de l'anti-héros, de la femme badass. C'est très chouette quand une série vient un petit peu bousculer ça ou déconstruire ça, parce que ça c'est bon, on l'a déjà vu. Marre des braqueurs. C'est ça. Et des flics très intelligents aussi. Ouais, c'est ça. Des flics très intelligents, déprimés, qui ont un deuil un peu personnel à régler à travers leur enquête. Et un truc un peu chelou. Voilà. Le trauma dans la construction des personnages, c'est insupportable. Ouais, c'est ça. Je pense que les clichés, bon après on est obligé d'y avoir un petit peu recours en écriture, toujours, mais il faut que très vite la série nous montre qu'elle va être capable de le dépasser, qu'elle est consciente du cliché qu'elle est en train d'utiliser, qu'elle va pouvoir aller au-delà de ça et qu'on va pouvoir découvrir ce personnage comme une personne, c'est-à-dire que c'est pareil entre, je sais pas, un premier date et 10 ans de couple, on pensait pas du tout que cette personne était comme elle est. Quand on l'a rencontrée la première fois, on a une première impression, on a besoin qu'elle soit bonne, mais après on a aussi besoin que ça soit creusé et qu'on s'ennuie pas même après 10 ans. J'aime bien quand le personnage n'est pas psychologisé à outrance. De plus en plus d'ailleurs, c'est une façon de présenter les êtres humains qui me plaît de plus en plus parce que je la trouve bizarrement plus féconde artistiquement. Il y a une série dans laquelle c'est assez visible, c'est Tapis. J'aime beaucoup cette série qui commence vraiment très très piano. Le premier épisode est vraiment pas terrible et puis c'est une série qui gagne en intensité, qui est très bien construite et qui est paroxystique à la fin et moi je la trouve très très bien faite. Et justement, il n'y a pas une psychologisation particulière du
personnage de Bernard Tapie, c'est-à-dire à aucun moment on va aller chercher des éléments de la biographie pour expliquer pourquoi c'est un escroc, pourquoi il a pris telle mauvaise décision, pourquoi il abandonne ses employés à un moment. Il y a juste cette histoire de télécrochet, voilà, qu'il a gagné contre Polnareff et finalement il a pas fait une carrière d'artiste derrière. Mais c'est une petite musique, c'est pas plus fouillé que ça. Et ça, c'est un trope, moi, qui m'intéresse de plus en plus. Ouais, versus par exemple le film Napoléon, là, qui essaye d'expliquer pourquoi il a voulu faire ce qu'il a voulu faire en montrant une histoire de vie, un truc. Ouais, par exemple. C'est drôle ce que je pensais à Tapie aussi, parce que je me disais, en fait, ce qui fait un peu pour moi le sel de la série, si on parle de personnages, c'est que tu peux terminer une série sur un personnage et n'avoir en tête qu'un personnage secondaire, voire tierce. Je pense qu'on a tous fini Tapie avec le juge en tête et absolument pas Tapie. Et pour ça, effectivement, le temps long, le foisonnement des personnages, ce côté extrêmement choral. Je me souviens, quand il y avait la saison 1 de Stranger Things, tout le monde était basé sur Barb, qu'on avait vu 2 épisodes et qui mourait hyper vite. Mais en fait, la série nous fait parfois de cadeaux d'un personnage qui ne fait que passer, mais qui est tellement bien écrit, qui va nous marquer pendant des années. Ça, pour moi, c'est hyper important. J'adore me faire cueillir par une série et me dire... Eh bah, ok, c'est lui qu'il fallait regarder, mais moi, je vais plutôt regarder elle. Et j'ai pas ce souvenir-là au cinéma. Et ce serait pas forcément négatif, c'est-à-dire que ça peut être, du coup, t'aimes qu'à moitié la série. Non, pas du tout. Ça peut être que la série est extraordinaire, mais que moi, mon personnage préféré, c'est un personnage mineur, mais qui m'a tellement saisi à un moment que je vais plus penser à ce personnage qu'au héros ou à l'héroïne qu'on essaye de me gaver, à me mettre au visage. Sur la dimension psychologisante des personnages, moi, j'ajouterais que ce qui est intéressant dans les séries qui psychologisent un peu moins les personnages, et dans le cas de Tapie, ce qui est réussi, c'est qu'en revanche, ils n'oublient pas la sociologie du contexte. Et je trouve que s'il y a ni psychologie ni sociologie, alors ça peut être des pantins et ça peut être assez insupportable. Mais si c'est compensé toujours par un autre regard sur la société qui sort de l'intérieur du personnage pour plus essayer de voir ce personnage dans une époque, dans un cadre, dans un rapport aux autres, moi là ça m'intéresse plus. Je suis pas sûre que Tapie soit le meilleur exemple parce que dans mon souvenir, bon, la reconstitution elle est quand même un peu à la truelle comme souvent sur Netflix. Et justement, je pense qu'il y a peut-être un tout petit manque d'écriture à ce niveau-là. Non, c'est pas tant la reconstitution de l'époque, c'est plus dans le rapport avec le père, des choses comme ça. Après, il y a le facteur histoire vrai aussi, c'est-à-dire est-ce qu'une série comme Tapie... Et justement, c'est pour ça que moi j'étais étonné que vous citiez Tapie, parce que pour le coup, moi, Tapie, je vois Laurent Lafitte jouer Tapie, donc je ne crois jamais au personnage. Et c'est une vraie question... Pour moi, un personnage, c'est aussi une incarnation. Tapie m'aurait beaucoup plus intéressé si je ne connaissais pas l'acteur, c'est-à-dire si j'avais pu croire à ce personnage. Là, je vois, et ça renvoie presque à un dispositif méta qui est dans la série, c'est-à-dire de fabriquer un homme qui se fabrique en permanence. J'ai un exemple qui est très loin de Tapie, mais par exemple, je vois HPI sur le papier, ça m'intéresse pas du tout. C'est donc une flic qui a des super pouvoirs, voilà, qui a des traumas, des trucs. Sauf que la rencontre avec Audrey Fleurot, ça marche. C'est-à-dire que je trouve que elle apporte un truc dans la série, un truc de comédie, un truc de burlesque, qui fait que son humanité d'actrice rencontre son personnage. Et là, tout d'un coup, étrangement, j'y crois. Je trouve qu'un personnage, c'est aussi la rencontre avec le bon acteur. Et on voit bien dans Tapie à quel point Laurent Lafitte, il est porteur de cette série. Et que peut-être le sujet, c'est presque plus Laurent Lafitte se transformant en Tapie que Tapie lui-même, ce qui raconte aussi Tapie. Donc il y a plein de points d'entrée sur la question de l'acteur et de l'actrice. Et Charlotte parlait des seconds rôles, il y a ça aussi, c'est-à-dire que la série télévisée révèle des acteurs et apporte des gens qu'on voyait passer derrière une porte, enfin voilà, et qui tout d'un coup deviennent attachants. On citait Maggie tout à l'heure, on pense à Rosy Vart, mais en fait c'est Marthe Villalonga dont tout le monde... Vraiment là, on a perdu tout le public jeune avec cette référence. Mais, contrairement à un film, au moins la série fait que même si on n'oublie jamais Lafitte, au fur et à mesure des épisodes, il est quand même ce personnage de Tapie. C'est tout l'enjeu d'une série. Et du coup, je pense à lui, mais je passe outre quand même. Je trouve que c'est la grande question aujourd'hui des séries. On citait The Curse. Qu'est-ce que c'est que de croire à une fiction ? Et j'ai l'impression que c'est aujourd'hui, on parlait des anti-héros, aujourd'hui la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un récit, comment y croire, comment on peut fabriquer un récit à l'écran, et comment spectateur, nous, on peut croire à ce monde qui n'existe pas. Ce Curse pousse quand même très loin le refus de la croyance et le jeu, voilà. Et c'est vraiment un dispositif à la fois cérébral. Moi, ça m'intéresse plus quand c'est émouvant, mais il y a quelque chose d'assez fascinant là-dessus. Presque qu'on a épuisé le concept de série, en fait. Et pour terminer, du coup, sur les critères, plus largement, est-ce que votre appréciation d'un scénario varie suivant le type de série ? Je pense que ça dépend ce qu'on regarde dans le scénario, parce qu'il y a différents types d'écriture aussi. Et par exemple, les dialogues, je pense que c'est toujours très important. Tu disais qu'on avait grandi avec un certain type de série. Je pense que quand on a grandi avec Sorkin, avec Joss Whedon, on est très sensible à une certaine écriture. En tout cas, moi, je sais que je le suis dans les dialogues. Et ça, je dirais que dans les comédies, forcément, c'est très important. Si je regarde une série qui se présente comme une comédie ou une sitcom et qui n'a pas
énormément de punchlines, qu'il n'y a pas une vraie recherche dans l'humour, dans l'écriture des dialogues, je peux pas en fait. Je peux pas faire plus de 2 ou 3 épisodes, même si c'est juste amusant. Après, je suis aussi très sensible au dialogue dans les drames, mais voilà, je pense qu'on va peut-être pas regarder les mêmes choses. Dans un drame, je pense que l'écriture visuelle, elle va aussi être très importante dès le début. La scène d'ouverture de Mad Men, il n'y a pas forcément de dialogue, mais elle est très mémorable parce que elle est extrêmement bien construite et écrite pour nous dire tout ce qu'on a besoin de savoir justement sur ce personnage à ce moment-là. Donc, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas forcément tant le genre de série que les différents types d'écriture. Ou le registre, quoi, simplement comédie contre drame, déjà, ça donne 2 écritures différentes, d'autres choses qui vous viennent. Moi, c'est plus par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le diffuseur. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vois arriver Panda sur TF1. Je vois venir tout gros comme une maison, etc., etc. Mais bon, je passe un bon moment parce que je trouve que par rapport aux contraintes obligées, et à la fois du scénario en lui-même et de l'écriture des personnages, il s'en amuse, il sort ici et là. Donc ça, par exemple, je vais regarder. Et alors d'une série du câble américain, je vais être hyper. Moi, Succession m'a fatigué tout de suite parce que je dis non, quoi. Enfin, c'est bon. Stop. Je vois les trucs venir. HBO, je veux pas voir les trucs venir. C'est plus vraiment lié au diffuseur plutôt presque qu'au genre, parce que notamment tu citais la comédie. Il y a eu beaucoup de comédies, un peu que moi j'appelle les séries mélancomiques. C'est-à-dire que elles sont plus mélancoliques que comiques. Et donc, il y a moins de punchline, il y a moins de... Et je sais pas trop comment les juger, justement. Et si je commence à regarder en me disant, je regarde une comédie et que c'est comme ça, je vais être comme toi, je vais dire mais il y a pas de punchline, ça me fait pas aussi rire, etc. C'est pas rythmé, ouais. Ouais, c'est pas rythmé, par exemple. Et donc c'est pour ça que je préfère regarder d'abord le diffuseur. Ouais. Justement, sur Succession, j'ai l'impression que la série a commencé à décoller à partir du moment où les gens ont commencé à la regarder comme une comédie et pas comme un drame. C'est, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai pas compris. Mais tout à fait. Je suis bien d'accord. En vrai, ouais. Succession est une comédie. Non, moi, je pense que la question de la véracité et de la vérité, du coup, elle se pose à chaque fois qu'on regarde, que ce soit un film ou une série. D'ailleurs, moi, je m'y attache de moins en moins parce que bon, là, récemment, j'ai vu une série que vous avez vue aussi qui s'appelle Un meurtre Au bout du monde. Voilà, qui a 2 histoires parallèles qui sont un petit peu énigmatiques, qui sont pas forcément très intéressantes, ou en tout cas la vérité qui se tient au bout des 2 histoires est pas vraiment très intéressante. Ce qui est intéressant, c'est comment les 2 histoires s'entrecroisent et entrecroisent les mêmes personnages, et c'est une série très réussie et je saurais absolument pas la catégoriser. Pour moi, c'est pas un polar, quoi. C'est en tout cas pas dans son registre de polar qu'elle est intéressante. Néanmoins, même si bon, je découvre le coupable au 2e épisode, bon, ça me frustre un petit peu, mais je me dis que la série a d'autres choses à développer. Mais t'es plus intelligente que nous tous bon, aussi. Non, tu parles, c'est que c'est vraiment des grosses ficelles. En revanche, moi, ce que je déteste, c'est les copier-coller. Par exemple, alors moi, j'ai pas regardé Panda, mais j'ai regardé Master Crime, et alors ça, c'était quelque chose aussi. Ah oui. Et pourtant, Panda, j'aime. c'est un chef-d'œuvre à côté de Master Oh la Crime. vache, oui. Et HPI, c'est le Emmy Awards, quoi. Parce que moi, j'aime beaucoup HPI. Je suis extrêmement cliente d'HPI, et notamment pour ses personnages secondaires, que je trouve extrêmement réussis. Et Master Crime, vous avez l'impression de regarder un copier-coller de scènes qui ont été visionnées dans telle série américaine dont les scénaristes ont estimé qu'elles étaient très efficaces et ont essayé de les transposer directement à Paris, dans les locaux de la police française, de l'université française. Ça fonctionne absolument pas parce que les gens ne savent pas ce qu'ils font là. Ils sont pas chez eux. On dirait une IA qui a écrit la série, c'est-à-dire qu'elle a appris toutes les séries, elle l'a Mais c'est un petit régurgité peu en ça, France. ouais. Et on essaye de me le forcer, on essaye de m'y faire croire. Je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Donc pour moi, cette question, pas de la véracité, parce que finalement, la biographie de Tapi, moi, je me fiche qu'elle soit totalement exacte, mais en tout cas, un peu de vérité qui se dégage. Moi, j'aime bien quand les acteurs donnent vraiment l'impression de porter leurs fringues. C'est rare sur Netflix. C'est le cas de Panda, par exemple. Bien sûr, Panda, c'est très bien. Ou me donne l'impression d'être vraiment chez eux, dans leur bureau, dans leur maison. Ça, je trouve ça Qu'on hyper les a important. pas posés ici dans un endroit. Qu'on les a pas posés, surtout pour une série qui va nous accompagner pendant potentiellement plusieurs mois. On parlait de la contrainte des chaînes. Moi, je trouve que la contrainte du genre, elle m'intéresse. C'est-à-dire, quand on me propose Master Crime pour le coup, je vois bien dans quel genre ça s'inscrit, je vois bien à qui ça emprunte. C'est-à-dire, c'est un peu How to Get Away with Murder, c'est un peu, voilà, tous ces types. Et ce qui m'intéresse, c'est comment le genre est travaillé, soit comment il peut être respecté aussi. Parce que, au fond, c'est pas mal peut-être de respecter un genre, d'offrir aux gens ce qu'ils sont venus chercher. Là, le problème de Master Crime, c'est qu'effectivement, on a l'impression que c'est une sorte de Canada Dry, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu. C'est vraiment des références de vieux. J'aime bien le Canada Dry quand même. C'est Sprite après. Ouais, c'est ça, j'ai pris 35 ans d'un coup. Mais il y a quelque chose, par exemple, moi, ce que j'adore chez les Anglais, dans les fictions anglaises, c'est qu'ils ont un amour du genre. Donc, quand ils font des rom-coms, c'est des vraies comédies romantiques. Donc, on a comme ça cette espèce de carcan et à l'intérieur, ils vont chercher des choses. Donc, moi, j'aime la balance entre la contrainte du genre, c'est-à-dire que moi, je suis très vite agacé par les séries qui se présentent comme un genre et qui enlèvent toutes les difficultés. Ce qui est bien dans la rom-com, c'est qu'effectivement, on a envie que ces personnages soient ensemble. Ce qui va être intéressant, c'est comment on les amène ensemble. Tu citais Meurtre au bout du monde. Effectivement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qui a un Cluedo.
et que le Cluedo c'est quand même le truc le plus balisé possible, que les deux créateurs vont jusqu'au bout du Cluedo et qui nous offrent une résolution à la fin. Alors après on est d'accord ou pas d'accord, mais au moins ils ont pas ce que moi j'appelle la jurisprudence Nicolas Winding Refn, c'est-à-dire je fais une série mais en fait je fais pas une série, mais en fait c'est un film, mais en fait c'est une série, mais en fait je sais pas, oh débrouille-toi, je suis tellement génial que tu peux pas comprendre. Moi j'aime bien l'idée qu'à un moment, et le fait que Meurtre au bout du monde soit une série de network et pas une série Netflix ou une série de plateforme, parce que leur précédente série c'était The OA et là pour le coup il y avait vraiment plus de structure, je trouve que ça apporte un truc assez fort et assez c'est pas mal d'être dans l'industrie aussi. Ce qui me dérange, c'est quand je regarde une série et que je me dis, les scénaristes se sont dit bon, on a des contraintes de genre, les gens vont baisser leur seuil de tolérance parce qu'ils savent qu'ils rentrent en terrain balisé. Quand on regardait Columbo avant, on connaissait le meurtrier minute 1, mais on regardait quand même tous les épisodes parce que c'était tellement bien écrit, c'était tellement smart, c'était tellement... Puis il y avait de l'attention sur tout, sur les décors, sur les personnages, sur les costumes. Tout était tellement parfait que je m'en fous de connaître le criminel au bout d'une minute. C'est pas du tout pour ça que je regarde. Donc moi, j'ai la haine contre des... Non mais oui, après, je suis extrême aujourd'hui. J'ai l'impression que chaque réponse de Charlotte, c'est j'ai trop à la la haine. fin, il va y avoir... C'est pas meurtre au bout du monde, c'est meurtre au podcast. Je n'en peux plus, cette industrie. Non mais en fait, je n'aime pas la fainéantise. C'est-à-dire que je n'aime pas sentir quand je regarde, et c'est pas une question d'une série TF1 où on sait que les pauvres scénaristes, ils travaillent avec 2800 contraintes et qu'ils ont zéro liberté, et qu'en fait, c'est comme une sorte de passage obligé pour les scénaristes pour essayer plus tard éventuellement de vendre la série de leur cœur et de pouvoir faire un truc un petit peu unique qui leur ressemble. Mais quand je regarde une série, que les scénaristes se sont dit bon, de toute façon ce genre-là il marche comme ça, des Law and Order et des trucs, tout ce que fait Dick Wolf, qui est tellement structuré que ça en devient comique. En fait, il sort 3 séries par an, Chicago Fire, Chicago Bidule. Enfin, il a une collection de séries, on dirait une collection de paires de chaussures. Si je sens plus l'effort, si je sens plus le petit moment dans l'épisode qui gratte, ça se transforme en colère. Et je regarderai plus jamais ce que font ces gens. Vous êtes prévenus. Quand vous vous lancez dans une nouvelle série, parce que vous êtes beaucoup sollicité pour voir des séries et des séries, Beaucoup trop. qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à une série en particulier, et est-ce que son pitch et son pilote sont des choses en particulier qui vont vous faire passer le pas de vous intéresser à une série? Pour moi, le pitch, ça intervient uniquement pour les petits plaisirs niches, en fait, où on a tous le truc qui va nous attirer, qu'on adore, et où là, justement, même si c'est balisé, on y va quand même. Mais après, moi, j'aime pas trop quand il y a un concept, justement, parce que je me dis que ça va vite s'essouffler. Donc, je vais beaucoup plus regarder les personnages, en fait, on revient toujours à ça, qui joue dedans. On n'a pas parlé d'un truc très important tout à l'heure avec les personnages, mais moi j'ai besoin d'avoir un crush. Voir plusieurs. Vraiment, enfin, non mais tu vois, quand tu parlais de Barbe, séries, ouais, enfin en fait, je pense qu'on est capté aussi par certains acteurs, certaines actrices, par leurs personnages et par des gens qu'on a envie de revoir vraiment. En fait, le pitch, ça peut être super bien. On l'a vu par exemple avec Breaking Bad, c'est l'exemple typique de la série qui a un pitch génial et on va y aller pour ça. Et en fait, on se rend compte que ça peut être beaucoup plus compliqué une fois qu'on a avancé au fil des saisons. Mais en fait, il y a tellement de séries qui ont essayé de reproduire ça, justement, de reproduire le pitch à la Mad Men, le pitch à la Breaking Bad, qu'on se rend compte que ça suffit pas pour faire une bonne série. Donc, je dirais que j'y vais si je vois qu'il y a un truc qui va vraiment me capter, un meurtre au bout du monde, tout de suite, je me suis dit, c'est le genre de truc qui pourrait m'intéresser parce qu'il y a un Cluedo, parce qu'il y a des acteurs que j'aime bien. J'adorais les créateurs, je les suivrais n'importe où. Bon, finalement, j'ai pas trop aimé la série. Donc, pour moi, c'est peut-être plus les noms, en fait. À l'endroit où je travaille, je suis tout seul dans une rédaction pour parler des séries. Donc en fait, en fonction des médias pour lesquels je bosse, il y a des séries sur lesquelles je sais que je ne pourrais pas aller parce que le public de Télématin, soit j'ai des contraintes d'image, je peux pas montrer une série interdite de moins de 16 ans, des choses comme ça. Donc en fait, il y a certaines séries que j'évacue simplement de ma liste de choses à voir. Et donc je vais vers des choses par exemple beaucoup plus mainstream parce que mon média m'oblige un petit peu à ça. Ça tombe bien, je travaille dans le bon média parce que moi j'aime bien aussi des trucs un peu mainstream, donc ça passe. Donc après, une fois qu'on a vu les séries qu'on peut possiblement évoquer dans les chroniques, il y a celles qu'on regarde avec le cœur, et là c'est moins le pitch, parce que souvent moi je suis déçu par un pitch que par ce que je pressens. Alors je peux me tromper, mais par exemple quand est arrivé Friday Night Lights, j'ai pressenti que ça allait être une série chronique un peu, voilà. Et le football américain ne m'intéressait pas du tout. Sur la base de quoi? D'une bande-annonce, du pitch, d'un casting? Sur quelques noms. Peter Berg, le comédien, Kyle Chandler, je l'avais pas vu depuis très longtemps. Je me dis, tiens, je suis curieux. Et Texas, lycée, foot,
ça, je sens que ça va être de la chronique américaine. Et j'y suis allé et j'ai tout de suite été happé par cette dimension, en fait. Ce que je pressentais, c'était ça, en fait. Des ingrédients, ouais. Des ingrédients. À côté de ça, on peut passer sur des choses et on tombe dessus et on se dit non au bout d'un épisode. Il y a pas de. Après, ça peut être quand même des noms des créateurs, quoi. Ouais, For All Mankind, par exemple, moi, c'était beaucoup plus parce que c'était Ron Moore et Battlestar Galactica. Exactement. Que le concept du Chrony ou ça, évidemment, après, ça m'a intéressé quand je suis rentrée dans la série. Mais au départ, c'était le nom qui m'a donné envie de jeter un œil à la série. Ok, c'est pas ça qui t'aurait convaincu à la base, ouais. Oui, en tant que critique, je crois que le pitch, on le met de côté parce que sinon on ferait un tri beaucoup trop sélectif. Alors nous, on est 2 au monde pour traiter les séries. Thomas Sautinel et moi. Donc nous, ça nous permet quand même de faire une présélection. Par exemple, Thomas connaît la généalogie du MCU par cœur, ce qui est absolument pas mon cas. Donc forcément, lui va plus récupérer ce type de série-là, tout simplement parce qu'il sait de qui on parle, quoi. Mais d'expérience, et alors pour le coup, For All Mankind, c'est vraiment pas le bon exemple, mais d'expérience, j'aurais tendance à dire que plus le pitch est accrocheur et plus la série va être décevante derrière, quoi. Juste un exemple, parce que j'ai très envie de citer cet exemple-là. C'est Alphonse, la série de Nicolas Bedos sur Prime. Et ben moi, je trouve que le pitch est super intéressant sur le papier. C'est un homme qui va reprendre la clientèle de gigolo de son père. Rien que pour ça, sur la généalogie, la filiation, moi j'aime beaucoup les séries qui parlent de sexe, je trouve ça extrêmement intéressant. Et on en fait de moins en moins et de moins en moins bien d'ailleurs. Et là, il y avait toute une promesse. Alors bon, je savais bien que j'allais être déçue, mais j'ai quand même voulu regarder. Et pour le coup, ça c'est une série qui, c'est même pas qu'elle est mal écrite, c'est qu'elle est écrite 2 mètres au-dessus du sol. C'est-à-dire que la personne qui l'a écrite n'habite pas ce monde, ou en tout cas n'habite pas avec des vrais gens. Je sais pas ce qui s'est passé, on pourrait en parler pendant des heures, mais voilà. Donc l'exemple d'un pitch, je trouve, en or, qui est absolument pas traité à sa hauteur. J'ai l'impression que dans la cinéphilie, la politique des auteurs a envahi tout, et donc aujourd'hui, on regarde plus les films pour ce qu'ils sont, mais pour le rapport à l'auteur et la sacralité de l'auteur. Et la cinéphilie a vraiment fabriqué des espèces de chapelles, c'est-à-dire Scorsese, Kubrick, voilà. Et donc on n'arrive plus à appréhender les films pour ce qu'ils sont. La série, pendant très longtemps, moi, c'était ce refuge-là, c'est-à-dire que j'avais l'impression que tout était un peu égal à tout et qu'on pouvait ouvrir toutes les portes en même temps et se balader un peu partout. Et le problème, c'est qu'avec la démocratisation de la sériphilie, on retrouve les réflexes de la cinéphilie, c'est-à-dire que, évidemment, tout le monde va être en déférence sur Twin Peaks. Pardon, Charlotte. Excuse-moi. Mais c'est vrai, non, mais tout le monde va être en déférence. Tu vois, tu me cherches. Même nous, là, autour de la table, toutes les séries qu'on cite, c'est vraiment des séries qualitatives. Moi, je citerai pas Twin Peaks. Mais ouais, voilà. Ouais. Benoît. Mais non, mais c'est une vraie question et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est la question de la masse. C'est-à-dire qu'une série, moi, qui va m'attirer, c'est que j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu différente. Ou en tout cas, mais pas différente en elle-même, différente par rapport à tout ce qu'on propose au même moment. Et donc, en fait, c'est comme des chemins de traverse à chercher. Ce qui est un peu compliqué, pour le coup, en exercice critique, c'est qu'il y a un truc au quotidien. Mais une série Netflix aujourd'hui, moi, j'ai énormément de mal à choisir une série sur Netflix. J'ai l'impression qu'elles se ressemblent toutes. Des braqueurs, des teens. Voilà, et c'est ça. Et pourtant, on a des adoré. braqueurs, des On les teens. a adorées, ces séries teen, quand elles sont arrivées sur Netflix. On était tellement contents de voir tout d'un coup des adolescents qui nous parlent de sexe. Sauf que à la répétition a pour moi engendré un truc qui fait que ça en fait je l'ai déjà vu et ça m'intéresse plus. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc presque de chercheur d'or chez nous, c'est-à-dire qu'à un moment on est obligé de tamiser toutes ces séries là et que une série aujourd'hui qui en tout cas m'attirerait, c'est celle où j'ai l'impression une intuition de pas l'avoir totalement déjà vue. Souvent je me trompe et effectivement ce que tu disais Audrey, Alphonse, sur le papier on se dit tiens, c'est marrant, on l'a jamais fait en France. Il suffit de 3 minutes de la série pour se dire que c'était bien de pas l'avoir fait en France et que c'était vraiment une... Mais par exemple, il y a une série qui s'appelle Escort Boys qui va sortir, qui traite aussi cette question-là et malheureusement pour elle, j'ai l'impression qu'elle va avoir le contre-effet d'Alphonse qui fait que les gens ne vont pas avoir envie d'y aller alors qu'elle me semble peut-être plus originale ou plus singulière ou peut-être plus aboutie, alors là, c'est pas très difficile, sûrement plus aboutie qu'Alphonse. Donc il y a vraiment un truc un peu comme ça de zeitgeist, quoi, d'esprit du temps qui fait qu'il y a une série qui va tout d'un coup résonner avec nous et 2 mois plus tard elle aurait pas résonné. Je vais me contredire par rapport à ce que j'ai dit juste avant. C'est mais bien, par Benoît. exemple, quand Sambre a été annoncé, alors moi je suis à Télématin, France 2, c'est un événement. Mais j'ai pas besoin que ce soit sur France 2 pour que pour moi ce soit un événement, puisqu'il y a Jean-Xavier de Lestrade, Marc Herpoux, des noms que je connais leur boulot, je sais que ça va être a priori alors moi bien. pour le coup c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que je vois la série arriver, je vois Jean-Xavier de Lestrade, je vois Fait divers, je me dis ça je l'ai déjà vu. Mais c'est ce que j'allais dire, Fait divers, même si pour une case pour France 2, c'est prendre un risque que de mettre ce type de série, j'attends vraiment la façon dont ça va être traité. On reste quand même sur du polar en prime sur une chaîne de télé. Et sauf que la façon dont c'est traité, c'est là que tout d'un coup je me dis mais chef-d'œuvre.
C'est pour ça qu'en fait c'est très compliqué pour nous. Parfois ça va être non, comme For All Mankind, moi j'ai la même chose, mais finalement je vais être pris par autre chose. Et parfois, si on va chercher toujours ce qu'on a priori pas vu, peut-être qu'on va passer à côté de Sambre. Oui, mais en même temps, les précédentes séries de Jean-Xavier de Lestrade, au bout d'un moment, on était un peu sur un système. Là, tout d'un coup, il éclate le système et la série est incroyable, mais c'est pour ça que je disais cette politique des auteurs, c'est un vrai problème aujourd'hui en série, c'est que on attend des créateurs qui fassent à la fois toujours différents et toujours la même chose. C'est le problème au cinéma aussi. Si aujourd'hui David Crane et Martha Kaufman refaisaient une sitcom, on leur dirait c'est pas Friends. Là par exemple, on parlait de Meurtre au bout du monde, en gros tout le monde dit c'est pas The OA. Donc il y a une espèce de problème comme ça de système, et alors que la série, j'avais l'impression pendant très longtemps, était un peu épargnée de ça, et on en est un peu nous responsables de ça. Les critiques de série, c'est qu'on a établi des chapelles, on a établi des noms, on a dit qu'il y avait ça, c'était incroyable, qu'il fallait absolument. Et je crois que le rapport à la série, il est peut-être beaucoup plus intime et beaucoup plus simple que ça chez les gens. C'est-à-dire que, outre que la sériphilie, les gens ont envie d'une bonne histoire. Tu soulèves un truc qui est très intéressant, c'est le rôle de la critique. Et moi, là, avec tous les exemples que vous citez, je me rends compte que certains de mes plus gros coups de cœur de ces dernières années ont été des séries qui transcendaient totalement mes goûts personnels. Et justement parce que il y avait des critiques assez intelligents pour dire non mais ça, en fait, peu importe si vous aimez ou pas, c'est une série qui est extrêmement bonne et donc ça mérite le coup d'œil, même si vous n'allez pas être attiré par ça à la base. Par exemple, moi, Andor, j'ai adoré cette série, je pense que c'est une des meilleures séries de ces dernières années. Star Wars, je m'en fiche totalement. Je les ai vus, voilà. C'est vraiment juste mon rapport à Star Wars. Et en fait, en écoutant d'autres critiques en parler brillamment, ça m'a donné envie d'aller la regarder parce que j'y ai trouvé juste toutes les qualités dont on parle depuis le début, c'est-à-dire une construction d'un univers, la reine, les personnages, etc. Et donc je me suis dit, ok, Star Wars, je m'en fiche, mais je vais quand même tester. Et j'ai adoré. Et quand tu parles de Sambre, je pense que c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des séries vers lesquelles on n'irait pas forcément, mais... Le bouche à oreille en particulier. Ouais, exactement. En fait, le rôle de la critique, il est aussi là pour dire, en fait, nous, on en a vu tellement qu'on arrive à déceler quelles sont les qualités un peu universelles d'une bonne série, et notamment les qualités d'écriture, qui vont faire que, en fait, peu importe si vous aimez pas les histoires médiévales, que vous aimez pas les hôpitaux, les polars, etc. En fait, là, il y a tout. Il y a des personnages intéressants, il y a de très bons dialogues, et donc allez-y quand même, testez. Moi, c'est ce que je disais sur Game of Thrones, j'avais plein d'amis qui me disaient mais c'est vraiment pas mon truc. Et je disais ouais mais teste, parce que en fait je pense que tu peux aimer même si t'aimes pas ce genre d'univers-là, t'aimes pas la fantasy, parce que c'est une bonne série. Ce mot-là, il est important parce qu'il n'y a pas d'injonction. C'est-à-dire, on a aussi le droit de ne pas... Moi, par exemple, Game of Thrones, j'en ai, mais vraiment, j'ai essayé, j'ai regardé, ça ne m'intéresse pas. Et je me sens pas moins... Alors que dans la cinéphilie aujourd'hui, moi je le vois par exemple avec mes étudiants, ils ont une espèce comme ça de liste de films qu'il faut avoir vu, qu'il faut avoir aimé. Moi je rêverais d'un étudiant aujourd'hui qui me dirait Kubrick, pas ouf. Et évidemment je dirais si, voilà, mais en même temps zéro. Non mais il y a une injonction, et je trouve ça intéressant que tu dises il faut tester. C'est ça en fait, c'est-à-dire que la curiosité, c'est ça, je crois, notre travail de critique, c'est de donner envie d'être curieux. Après, moi je trouve que, et notamment au cercle, je leur dis souvent ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injonction à aimer les choses et à que tout le monde soit d'accord, et voilà. Encore une fois, certains adorent Game of Thrones et beaucoup de respect pour ça, beaucoup de respect aussi pour les gens qui trouvent que c'est un peu le puits du fou, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Mais moi c'est ce que je disais justement à ces amis, je leur disais teste, mais par contre si tu te rends compte que t'aimes pas, ne te sens pas obligé, parce qu'il y en a plein aussi qui disaient oh là là mais tout le monde en parle, donc il faudrait, mais moi ça m'attire pas trop. Je disais essaye un petit peu, et puis franchement si ça te plaît pas, ne te dis pas que c'est parce que tu n'as pas bon goût. Exactement. Parce que tout le monde a dit que Game of Thrones c'était bien, et donc tu ne rentres pas dans les bonnes cases. Non, le pilote il sert à ça, et la critique sert à ça aussi. En tant que critique, notre boulot c'est quand même de tout regarder. Alors tout regarder, on n'arrive plus à être exhaustif, c'est fini. Mais en tout cas d'aller voir un petit peu partout ce qui se fait, ne serait-ce que pour être au courant. Mais c'est peut-être un peu moins le cas pour le cinéma, ou en tout cas on le découvre d'une autre façon. Mais dans la série, il y a aussi le plaisir d'être passé complètement à côté d'un phénomène de société et le rattraper plus tard. Moi ça m'est arrivé sur Game of Thrones, qui est absolument pas mon domaine à la base, mais tout ce qui est les chevaliers, etc., les épées, les décapitations, les dragons, les viols collectifs, tout ça, mais alors très peu pour moi. Ça va ensemble. Et sauf que le jour où je me suis retrouvée en congé maternité et que j'avais 6, je sais plus combien de saisons. En congé maternité, t'as regardé ça? Tout à fait, les noces pourpres, j'étais enceinte de 6 mois, c'était génial, j'ai adoré. Non, en vrai, j'y ai pris énormément de plaisir, et ça, moi j'adore aussi quand on fait un peu dans le monde de la série patrimoniale. C'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui ce bonheur pour les plateformes de mettre en ligne des vieilles séries. En ce moment, je suis en train de regarder Cheers, qui est une sitcom des années 80. C'est absolument génial, je me régale. C'est peut-être quelque chose d'assez particulier à la série, d'avoir ce côté paquet cadeau. Voilà, on passe à côté pendant un moment parce que simplement c'est pas notre truc. Et puis un jour, on a du temps où on se dit tiens, j'ai plus rien à regarder, ou je me suis cassé la jambe et j'ai 2 mois d'arrêt maladie. Et hop, j'ouvre
j'ouvre le paquet cadeau et j'entre dans un univers qui est a priori pas le mien. Pour moi, le pitch, c'est pourquoi on vient, le pilote, c'est pourquoi on reste. Ok. Tu parlais des chapelles. Donc moi, ma chapelle, Twin Peaks, c'est de la merde, a priori. Donc ma seconde chapelle, c'est Damon Lindelof. Je sais avec Damon Lindelof que je viens pour une idée. Ah bah tiens, The Leftovers, il y a 2% de la population qui a disparu. C'est le pitch. Et en fait, quand je regarde la série, ça parle pas du tout de ça. Ça parle des gens qui restent. Donc c'est vraiment, je suis venue parce qu'il y a 2% de la population qui sont partis, mais en fait, je suis restée parce qu'ils me parlent pas du tout de ça. Et pour moi, il y a rien de plus kiffant. Et tant mieux, du coup, sur ça, tu veux dire. Bien sûr, tant mieux. Si ce dont il me parle est plus intéressant, évidemment, que le pitch de départ, parce qu'on a vu le cas inverse. On a vu des super concepts sur le papier qui, à la fin, donnent rien. Mais pour revenir sur ce qu'on disait sur les contraintes du genre, True Detective, la saison 1 de True Detective, je sais pas si vous vous souvenez quand elle est sortie, mais on parlait que de ça toutes les semaines, tous les lundis matins, on parlait que True Detective. On était venus parce que c'était un polar un peu cool avec Matthew McConaughey, puis en fait on est resté parce que c'était de la philosophie, que ça convoquait le rang jaune, que c'était des visuels qu'on connaissait pas, qu'il y avait un rythme qu'on connaissait pas, qu'on avait un duo hyper bizarre, que ces personnages étaient chelous. Et à la fin, moi je me rappelais même plus qu'il y avait une enquête. Et je m'en foutais de qui avait tué les gamines. C'est pour ça que t'aimes Twin Peaks en fait, c'est C'est qu'à la pour fin ça. on s'en fout qu'il y ait une enquête. Vraiment, ça va mal finir cette histoire. Mais moi, je trouve qu'un bon pitch, c'est hyper important. Mais si tu peux me surprendre, me saisir et faire en sorte que quand j'ai fini ta série, je me souviens plus du pitch, pour moi, t'as réussi ta série. Si à la fin, quand je te résume True Detective, je te dis c'est un polar, t'as foiré True Detective. Si je reste sur les idées, sur le temps est un cercle continu, le temps c'est plat, c'est qu'il y a autre chose qui m'a parlé dans cette série. Et alors moi c'est ça, toi ça va être autre chose. Si je te parle de The Leftovers et qu'au bout de 3 saisons folles, je te dis toujours bah ouais il y a 2% de la population, bah, c'est foiré complètement. Okay. Sauf que là je peux te parler de est-ce que Kevin Garvey c'est Jésus, est-ce que machin, est-ce qu'on peut se réincarner, est-ce que là c'est passionnant. Je pense que si tu restes accroché à ton pitch éternellement, même s'il est super, on reprend la clientèle de son père, t'as intérêt à me raconter autre chose que la clientèle de son père. Sinon, tu te fous de moi. On avait parlé plus du coup du pitch que du pilote. Là, Charlotte a embrayé sur le pilote. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Est-ce que le pilote, c'est ce qui vous fait rester ? Est-ce que vous laissez plus de chances qu'un pilote pour rester sur une série ? Ou est-ce que vous avez plus le temps aujourd'hui de dépasser le pilote quand ça Regarde vous plaît Six Feet Under. Six Feet Under, c'est une famille de croque-morts. Non, c'est une famille de croque-morts, mais à la fin du pilote, il y a le père qui meurt. Donc c'est plus l'histoire de la famille de croque-morts, c'est le deuil du père. Et ça a changé à la fin du pilote. Putain, ça, c'est un pilote réussi. Je vais vraiment faire une vieille personne. Avant, les pilotes, ils étaient plus réussis. 62. En 62. Non, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les pilotes sont tellement contraints. On sait chez Netflix qu'il y a l'exigence du rythme des pilotes et que, en gros, il faut que les premières minutes de la série nous accrochent parce qu'ils ont tellement peur que les gens passent à autre chose. Même chose aujourd'hui sur beaucoup de plateformes. J'ai l'impression que c'est rare un très bon pilote aujourd'hui. Ou alors, c'est que c'est une mini-série et qu'en fait, c'est pas vraiment un pilote. C'est juste le premier chapitre d'une histoire. Mais si on parle vraiment pour moi de pilote, c'est les séries qui sont amenées à se renouveler saison 2, saison 3. Il y a une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Irrésistible, qui était sur Disney+. Je trouve que le pilote est vraiment raté. C'est-à-dire que ça marche pas comme ça devrait marcher. C'est le charme que devrait, et ça tient à un problème de réalisation. Et qu'il a fallu attendre 2-3 épisodes pour que tout d'un coup, quelque chose se libère. Et l'attente, ça tient, et ça revenait à ce qu'on disait, au fait que j'ai aimé ces personnages-là et que j'ai eu envie de rester avec eux et que je trouvais qu'ils avaient, et que pour le coup on parlait de crush, je trouvais que les deux étaient irrésistibles et que j'avais envie d'un couple à 3 avec eux. Je trouvais ça super. Enfin, voilà, c'était bien pensé le titre. Mais je trouvais que le pilote, pour le coup, il était tellement charcuté, tellement travaillé pour tout expliquer, tout ça. On a tellement peur aujourd'hui que les gens ne comprennent pas, que les gens ne soient pas tout de suite savoir exactement où ils sont, qu'on leur explique tout. Bah non, justement, ce qui est beau dans Leftovers, c'est que ça raconte quelque chose au départ, puis ça raconte quelque chose ensuite. Et c'est la même chose dans Irrésistible, c'est que cette histoire de nana qui a une espèce de traumatisme de son couple, et ben en fait, ça va raconter autre chose à la fin. Prendre le temps, j'ai l'impression que c'est la seule force de la série, et que si on nous l'enlève, bah ce sera juste des films découpés en morceaux. Mais en fait, il y a quand même un gros problème, c'est que le pilote disparaît tout court. Quand on parle de pilote, on parle vraiment d'un test. À la base, traditionnellement, c'est le seul épisode qui est tourné et qui permet d'être un test aussi pour la chaîne. Et parfois, il y a même des changements de casting entre le pilote et la suite de la série. Ça, c'est en train de disparaître parce qu'il y a de plus en plus de saisons qui sont commandées intégralement par des chaînes et par des plateformes sans être passées par le test du pilote. Et donc maintenant, on a des épisodes 1 qui ne sont pas vraiment des pilotes. Ils le sont pour le spectateur, mais pas pour la chaîne, du coup. Voilà, ils sont déjà écrits et construits et tournés et incarnés dans la continuité d'une saison entière. C'est la politique des networks, ça, plus. Parce que déjà,
ça avec les chaînes du câble, on avait déjà quand même des propositions qui pouvaient être des saisons, quoi, au moins une saison. Ouais, là, on l'a vu, par exemple, Apple, quand ils ont décidé de se lancer dans les séries, ils ont commandé 1 ou 2 saisons pour quasiment toutes leurs séries. Ils n'ont pas vraiment fait de pilote, ils s'en sont pas embarrassés, ils s'en fichent. De toute façon, ils ont 3 trilliards d'argent. Voilà. Donc, ils n'avaient pas besoin de tester une idée avec juste un épisode. Et donc, on perd cette idée de... Tout se joue dans ce premier épisode qu'on avait avant. Et il y a un autre problème, je pense, c'est qu'il y a de plus en plus de saisons 1 qui sont des saisons pilotes pour le coup. C'est-à-dire qu'on arrive au final de la saison 1 et là, t'as l'impression que la série commence et qu'en fait, c'était ça l'idée et que ça aurait dû être la fin du pilote. J'ai eu ce sentiment quand j'ai vu Sévrance par exemple sur Apple justement. C'est-à-dire on te pose tout un contexte sur le soi du boulot versus le soi d'en haut et à la fin, c'est le moment où les deux vont se rencontrer, c'est fin de saison 1. Et là, ça va commencer vraiment les dissonances entre les deux. Ouais, c'est ça. Alors moi, je l'ai pas ressenti sur Sévrance parce que pour moi, c'était plus on peut lancer une saison 2, mais je l'ai senti avec les dernières séries de Ryan Murphy par exemple sur Netflix. Lesquelles? Parce qu'il en a fait. Alors la dernière en date avant d'abandonner. C'est que pendant que tu parles, il en a déjà sorti 3 là. Exactement, c'est ça. Mais où je me disais vraiment en fait toute la saison 1 est une origin story pour qu'on arrive à la fin de la saison et se dire ah ok, mais en fait c'est ça que tu voulais raconter, mais sauf que moi je me suis tapé 10 heures de ton introduction et j'en peux plus et j'ai vraiment pas le temps pour ça parce que encore une fois c'est un gros problème, on n'a plus le temps, il y a trop de séries, elles durent toutes trop longtemps et en même temps elles sont toutes trop courtes, donc ouais moi je pense qu'il y a aussi un problème avec le concept même du pilote qui est en train de morpher et de plus nous apporter justement ce petit critère de jugement qui était hyper important pour le public et pour le critique. Mais l'industrie a énormément changé. C'est-à-dire que là, on est l'expression je supporte pas Pic TV. Comment veux-tu que les plateformes qui sortent 70 séries par an se disent on va tester. C'est-à-dire que c'est tellement devenu l'usine, c'est tellement devenu une industrie que on n'a plus le temps de mettre le soin de ça. Depuis tout à l'heure, on parle de la contrainte. Tu disais, et t'as raison, moi je suis comme toi, je n'arrive pas à trouver de séries à regarder sur Netflix parce que c'est tellement devenu une usine que je ne sens même plus l'amour, le besoin de raconter une histoire. T'as un miracle de temps en temps, Unbelievable, voilà, des fois, oh putain, peut-être que cette série n'aurait jamais dû être sur Netflix. Mais est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde Netflix tester des pilotes ? Non. Et pourtant, c'est une plateforme, donc aujourd'hui, ils pourraient nous faire oui, non, tu vois. Mais en fait, ils testent leurs pilotes, mais en fait, ils les testent en interne. Et en fait, les pilotes sont réécrits, jusqu'à ce que ça devienne... C'est passé par tellement de filtres que, en fait, c'est une sorte d'algorithme, en fait, mais le ce pilote. sont des filtres professionnels. Et ils oublient l'essentiel de pourquoi on regarde des séries, qui est l'émotionnel. Et le charme. Exactement. Ouais. Le charme. Et puis, être unique, ça fait peur aux plateformes. Oh là là, on va sortir un truc qui sort des codes et qui est en marge. Mais nous, c'est ce qu'on cherche. En fait, c'est hyper paradoxal. Oui, c'est dommage de pas tester des pilotes et à la fois, qu'est-ce que c'est injuste de tester un pilote ? C'est hyper injuste. Ah ouais, c'est clair. Et puis l'histoire des séries est pleine de séries qui ont été annulées trop tôt, qui n'ont pas eu leur chance. Oui. Mais je pense aussi que certains des plus grands chefs-d'œuvre de la télé, c'est des séries qui ont eu le temps et le droit de se planter. Tu parlais de The Leftovers, tout le monde s'accorde à dire que la saison 1, elle est plus difficile à aimer. Moi, je l'adore aussi, mais c'est vrai que ils se sont un petit peu renouvelés et ils se sont trouvés dans la saison 2. Halt and Catch Fire, c'était pareil. Et parce c'est des séries qui ont eu le temps c'était l'adaptation de livre aussi. Donc à la fin de la saison 1, il y avait plus de livres à adapter et là, le génie de Lindelof, c'est encore une autre contrainte. C'est une contrainte clair. Dans la contrainte. En plus, t'adaptes un livre, donc tu te compliques la vie. Mais il y avait aussi l'idée que justement, il y avait toujours cette idée de test et de on laisse le temps se faire, on laisse l'écriture se développer sur plusieurs épisodes pour peut-être arriver à encore plus de brio dans une saison 2, dans une saison 3. Et maintenant, Renan, quand tu parles de ces pilotes qui sont hyper balisés, c'est justement parce qu'ils ont peur d'échouer à tel point qu'il n'y a plus aucun charme. Tout est très mécanique. Alors, on parle tout le temps de Twitter et du fait que maintenant, on écrit chaque phrase en pensant à tout ce que les gens vont critiquer sur vraiment chaque mot, chaque choix de virgule. Et il y a ce problème avec les pilotes, c'est-à-dire que maintenant, on prend le risque 0. On veut réussir absolument tout dès les premières 40 minutes. Et du coup, on prend plus le risque de se planter ou de tomber ou de laisser le doute par hasard, voilà, sur quelque chose de merveilleux. Et beaucoup de séries, en fait, elles se sont trouvées aussi au fil de l'écriture. Et ça, c'est vrai que c'est de moins en moins possible. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que le pilote, ça veut plus dire grand-chose. Quand c'est 20% de la saison, le pilote, en quoi le pilote se différencie. L'histoire des séries est vraiment pavée de pilotes extraordinaires. Bon, typiquement True Detective, la saison 1, quand on voit le premier épisode, on sait très bien qu'on va assister à quelque chose d'à la fois différent et de grandiose même. Vous regardez le pilote d'Urgence, vraiment c'est pas terrible. Il est très dans l'exposition, on voit tous les personnages, il se passe pas grand-chose au niveau de la... Il est exceptionnel. Ah, Écoute, je l'ai revu il y a pas très longtemps et franchement, après la série a pris un rythme, mais elle a mis des années à prendre ce rythme. Et David Simon a toujours dit que si
HBO avait suivi les audiences, il y aurait même jamais eu de saison 2 de The Wire. Donc ça, des exemples comme ça de séries sauvées in extremis ou de séries qui ont connu du succès un peu après. C'est pareil pour Game of Thrones d'ailleurs. Je crois que les premières critiques, la saison 1, c'était pas terrible. Heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai que maintenant, il y a une espèce de crispation. On a 6 épisodes de 20 minutes, surtout en France, surtout sur des plateformes et tout. Moi, il y a une série pour laquelle j'ai pas mal d'affection qui est Split, mais on sent vraiment qu'il y a une pression dans le premier épisode qui est vraiment toute la série contenue à l'intérieur, et je trouve qu'il se dégage énormément de charme de tout ça. Mais une fois que j'avais vu le premier épisode, j'avais un peu l'impression d'avoir vu l'intégralité de la série. Irrésistible, c'est pareil aussi, et ça, c'est vraiment un travers, je trouve, en ce moment des séries françaises, surtout sur les plateformes, et on sent, vous savez, le revolver un peu sur la tempe. Et ça m'énerve. C'est un travers de producteur plus qu'un travers de scénariste. Et ça, de plus en plus, je sens, parce qu'en tant que critique, on commence à connaître aussi un petit peu les gens qui écrivent le scénario, qui réalisent et tout, etc. Donc on a des bruits de couloir, et on sent quand même le cadrage de la production, des diffuseurs aussi, et on sent la frustration que ça amène. Et les scénaristes qui t'imposent eux-mêmes aussi. Le nombre de séries que je vois commencer, scène 1 du pilote, c'est un flash forward. C'est voilà ce qui va se passer plus tard. Et ça, parce qu'il faut que je pose des personnages et qu'on va s'emmerder. Attendez, regardez, à la fin, ce sera ça. Ok, maintenant on commence. Et après, j'imagine quand ils se produisent, ils sont pas comme ça après. Mais sur le scénario, déjà de base, il y a des porteurs de projets qui se disent, regardez, il y a de l'action, il y a des trucs. Ok, maintenant je vous montre mes personnages. Mais ça, c'est la jurisprudence Breaking Bad, encore une fois, parce que c'est un pilote qui est devenu culte et qui est vraiment une masterclass d'écriture, parce que justement, ça nous montre tout de suite où la série va essayer d'aller, et en même temps, on revient en arrière, et ça fonctionnait très bien, mais maintenant c'est devenu un travers, c'est devenu une facilité. On revient à la fainéantise dont tu parlais aussi, parce que tout le monde se dit, ah bah si ça a marché, il faut qu'on fasse exactement pareil. Et oui, il faut tout prouver tout de suite. Il faut surtout pas qu'on se plante, alors que ouais, pour moi c'est ça la beauté des séries, c'est que les séries, enfin toutes celles qu'on adore, elles se sont plantées mais des milliards de fois. Bah Twin Peaks saison 2, il y a plein. J'adore Twin Peaks, mais... On adore tous Twin Peaks, Charlotte. Mais quand même, la saison 2... Mais dans la saison 2, voilà. Bon, ça, encore une fois, c'est parce qu'ils avaient le flingue sur la tempe aussi. C'est pas de leur faute. Ouais. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'aussi l'exigence des plateformes qui veulent avoir leur saison entière d'un coup, à binge-watcher, etc., fait qu'on oublie le work in progress qui est une série. Et moi, ce que j'aime, le vieux docteur Benoît Lagan, qui va dire que les bons vieux pilotes à l'ancienne, comme celui d'Urgence, comme les différents pilotes de Colombo, celui de Kojak même je pourrais citer, sont pour moi ce que devrait être en fait encore aujourd'hui un pilote. C'est pour ça que pour moi ça n'existe plus, c'est-à-dire que c'est le fameux personnage, puis les personnages et le cadre et l'arène. Et de ça va naître une promesse. Si le pilote c'est juste ça, alors moi ça me va. C'est-à-dire qu'il fait son job de est-ce que j'ai envie de suivre ce personnage, est-ce que j'ai envie de suivre cet univers, et après la série va me surprendre ou pas au fil des épisodes. Aujourd'hui effectivement sur Netflix, on se dit que le pilote c'est la saison 1 et puis si ça marche pas ce sera une mini-série. Exactement. Mais c'est la peur d'être clivant aussi. Tu citais Split. Moi je trouve quand même que la réussite de la série c'est de n'être pas forcément très aimable, d'avoir une vraie proposition esthétique très forte, et on sait à quel point, pour le coup, Iris Bray, qu'on connaît tous ici autour de la table, a eu du mal à créer cette série-là. Et moi, ce que je trouve remarquable en la regardant, et on parlait de comment on regarde une série, c'est que tout d'un coup, elle fait un truc qui ne ressemble à rien à peu près de ce qu'on a vu en France. Elle le fait armée évidemment de son intelligence, de son charme, de tout ce qui fait Iris, mais en même temps elle va au bout et elle ne cherche pas forcément à plaire à tout le monde. Je trouve assez fort qu'elle dise beaucoup dans la presse, c'était important pour moi de faire une série lesbienne sur le service public. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a tellement peur de cliver qu'il faut plaire à tout le monde, mais en fait plaire à tout le monde c'est plaire à personne. Et j'aime moi qu'une série soit peut-être pas pour moi, peut-être pour moi, peut-être pour quelqu'un d'autre. Enfin, ce que les Anglais, par exemple, savent faire très bien. C'est-à-dire que les Anglais, il y a des séries qui s'adressent à des publics très spécifiques. Vraiment, ils n'ont pas honte de s'adresser à des publics spécifiques. Et j'ai l'impression que cette espèce d'asepsie du pilote, c'est l'idée de plaire à tout le monde, en fait. Et il faut qu'une série, elle soit pour elle, en fait. Il faut qu'une série ait une vraie conscience de pourquoi elle existe et qu'elle cherche d'abord à se plaire et à plaire aux scénaristes et aux showrunners plutôt qu'effectivement à chercher à remporter des parts d'audience. Mais même pas à plaire, je pense que c'était je me souviens plus de son nom malheureusement, une des co-créatrices de HP qui m'avait dit il faut tuer père et mère pour une bonne idée. Et je pense que c'est pas parce qu'on est critique qu'on oublie de se demander mais pourquoi ils ont fait cette série en fait. Et quand tu parles de Iris et de Split, il y a une évidence pourquoi cette personne a fait cette série-là. Et c'est vrai que moi parfois je regarde des séries, je me dis mais pourquoi cette personne s'est emparée de cette thématique dont elle a strictement rien à faire, elle n'est absolument pas concernée, elle n'en souffre pas, elle ne connaît pas. Et t'as aussi une impression de gens qui s'emparent d'un sujet parce qu'il y avait une demande d'une chaîne, le zeitgeist, parce que
que c'était l'air Une du case à temps, remplir. etc. Oui, et moi, une de mes séries préférées, c'est Oz, et je me souviens que Tom Fontana avait expliqué de manière hyper honnête. HBO a commandé Oz parce que les documentaires qui marchaient le mieux sur HBO, c'était les prisons, c'était l'univers carcéral. Donc ils ont fait très cyniquement, on va faire une série sur les prisons. Sauf que Tom Fontana est un si bon auteur que, comme on disait tout à l'heure, il a transcendé le sujet, il a créé des personnages, il a créé des histoires, il a fait une série shakespearienne qui parle de théâtre. Enfin, il a changé ça. Donc tu te demandes pas pourquoi Tom Fontana a fait une série sur les prisons. Mais si non seulement t'as aucune façon d'expliquer pourquoi tu t'es emparé du sujet, et qu'en plus tu l'as fait de manière extrêmement binaire et plate, il faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, les gens se disent mais en fait ta série elle est foirée parce que t'as aucune raison de l'avoir faite. Pas incarné, ouais. Oui, mais sauf que le cas d'Iris, par exemple, elle le fait quand même dans une économie qui est extrêmement réduite sur une plateforme. Oui, mais c'est vital pour elle. Oui, mais elle a cette liberté-là parce que, et je vais mettre des gros guillemets, Slash, ils s'en foutent en fait, il n'y a pas d'enjeu. Et le fait de pas avoir d'enjeu, ça a aussi des conséquences, c'est-à-dire qu'elle l'a fait dans une économie qui était ridicule. Et donc sa liberté, elle tient aussi de sa place dans l'industrie. Donc le vrai problème, c'est qu'il faudrait que cette liberté-là, elle soit accessible à des espaces plus larges. On parlait tout à l'heure de Tout va bien de Camille de Castelnau, c'était un enjeu économique. Après ça, Camille de Castelnau pourra nous le raconter, mais je ne sais pas s'il a eu la liberté totale qu'elle pouvait avoir parce que il y avait des tels enjeux économiques derrière ça. Tous les scénaristes ne sont pas logés à la même enseigne. Voilà, je c'est pense. ça. Ouais, ça c'est évident. On sent parfois plus de liberté accordée à un scénariste qu'à un autre. Mais après, je rebondis juste rapidement. Il y a les séries personnelles et puis il y a les autres. Et ça, moi, je suis toujours persuadée qu'un scénariste, il doit d'abord écrire sur ce qui l'obsède. Sinon, ça fonctionne pas. Mais c'est pas forcément un gage de réussite. Moi, j'ai vu des gens se planter sur des projets qui leur tenaient très très à cœur, justement par manque de distance par rapport à ce qu'ils écrivaient et ce qu'ils voulaient raconter. Mais c'est vrai que, par exemple, pour reprendre une série dont on a déjà parlé, Murder at the End of the World, vous voyez très bien dans les 10 premières minutes, mais même pas les 5 premières minutes, puisqu'on parlait du pilote, c'est l'actrice, c'est Emma Corrin qui parle, et vous voyez les showrunners derrière. Vous les entendez parler, vous sentez le ton. Ça leur ressemble. Ça leur ressemble, exactement. C'est des images qui leur ressemblent et c'est des images qui nous emportent. Moi, je connaissais pas forcément leur travail d'avant. Il y a un truc qui emporte. Et ça, j'aime bien quand on sent un peu les personnes derrière. Pas forcément parce que côté c'est rendez-vous aussi. Voilà, le côté rendez-vous. Mais par exemple, il y a aussi des séries. Moi, il y a une série que j'adore, justement pour sauver un tout petit peu Netflix. C'est La Diplomate, qui est une pure série, mais vraiment de commande, qui coche 12 milliards de cases. C'est à la fois une série sur la diplomatie, sur l'espionnage, c'est une comédie conjugale hollywoodienne. C'est extrêmement balisé. Et je sais pas pourquoi, c'est un projet qui n'a rien de personnel, qui n'a rien, il n'y a pas d'affect derrière, rien du tout. Et c'est pour ça un des meilleurs trucs que j'ai vu cette année. Donc vous voyez, il y a toujours des surprises. Certes, il faut que les auteurs aient quelque chose à dire sur leur sujet. Et ce que expliquait aussi Fontana, c'est à quel point, typiquement, quand il fait Oz, il avait tellement mis des personnages en prison dans Homicide, la série sur NBC en cette saison, que du coup, il avait envie de voir ce qu'il devenait. Et il y avait à la fois son goût pour le théâtre et son goût pour le cop show qui se réunissaient finalement dans Oz. Donc, ce qui lui permettait sur HBO, sur une chaîne qui permettait cette vision d'auteur, de le faire. Mais par exemple, David Simon, on parle toujours de The Wire, mais on parle pas d'Homicide. Pourquoi ? Parce que la série Homicide, qui est adaptée de son bouquin sur Baltimore, sur NBC, il n'est qu'une des chevilles parmi tant d'autres. Et pour moi, c'est sans doute la meilleure série de David Simon. Parce qu'il y a et Tom Fontana et Attanasio, ils sont pleins. Levinson. Enfin, il y a Pierre Langlais qui vient de hurler très loin quelque part quand tu as dit ça. Et ils sont pleins autour à faire que l'univers de l'auteur David Simon, qui en plus est naissé, était un petit auteur à ce moment-là, il démarrait, fait que ça reste quand même une grande œuvre qui pourtant est une série de network sur la case des séries policières. Et où comment, dans cette série policière, on va changer la donne en se disant que, ouais, ok, ils sont dans des voitures, ils parlent, ils vont parler des heures dans des voitures et ils vont sortir un bouquin qui est dans le... Et moi, je trouve que au final, parfois, la frustration, elle vient que chez les séries d'auteurs, on est souvent déçus parce que ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais la contrainte de la série, parfois, aide des auteurs à juste glisser ici et là des choses belles dans des œuvres qui vont parler aussi à mon père. Moi, quand je suis à Télématin et que je présente une série, même si le pitch, c'est pas le premier que je mets en avant, je vais quand même pitcher. Parce que je veux dire, si mon père, qui regarde, il a envie de regarder Polar Park parce que je lui pitch comme ça, et qu'après, il m'envoie un SMS disant « Ah, j'ai regardé ta série étrange d'Arte, c'était vachement bien, j'ai gagné. » Donc on a fait le pitch, on a fait le pilote, on arrive sur les nouvelles saisons. Donc quand une série a la chance d'être renouvelée, pour vous, quels sont les enjeux scénaristiques des nouvelles saisons ? Anaïs le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une série commence pratiquement à la 2e saison, c'est-à-dire qu'on sait... En tout cas, moi j'ai toujours l'impression qu'une série n'existe que quand elle a eu
un retour, quand la mécanique se répète et que cette répétition n'est pas une forme d'ennui. C'est marrant parce que c'est rare aujourd'hui des séries qui ont quand même plus de 3 saisons. Je crois que c'est quand même très très rare. Alors qu'on a connu, nous, vieilles personnes, des séries avec 6, 7 saisons. 15. Ouais, voilà. Moi, je me rappelais, par exemple, Desperate Housewives, qui est pas si vieux que ça. Il y avait donc 24 épisodes et ils en étaient à, je sais pas, 8 ou 9 saisons. Ouais. C'était fou. Et ça racontait toujours la même chose. Il y avait toujours un voisin qui débarquait. Ce voisin, il était un peu chelou. Donc, au bout de la 3e, 4e saison, il fallait juste déménager, en fait. Mais c'était beau, en fait. C'était beau parce que la série télé, c'est un système comme ça qui est replié sur lui-même et qui montre la répétition du temps et comment le temps, on n'a pas besoin de trop détectives pour ça. C'est-à-dire que la série télévisée retourne sur elle-même et ses personnages finissaient par raconter eux-mêmes jusqu'à la dernière saison où elles devenaient elles-mêmes peut-être les personnages sur lesquels elles avaient enquêté. On a un peu perdu ça. C'est aussi à une époque où c'était plus hybride et un peu moins feuilletonnant. C'est-à-dire on sortait à peine du procédural et donc on avait encore beaucoup cette idée qui, j'ai l'impression, aujourd'hui a disparu, d'une mécanique qui revient et qui... Mais c'est pourtant hyper feuilletonnant, Desperate Housewives. C'est-à-dire qui a roulé sur Mike, pourquoi, et ainsi de suite. C'était du soap et moi j'ai l'impression que ça, c'était vraiment le plaisir. Et Game of Thrones, le plaisir que les gens ont eu, c'est que ça s'est déroulé sur plusieurs saisons. J'ai l'impression que aujourd'hui on a perdu ça et que quand on a ça, par exemple, Ted Lasso, on était tellement content de le retrouver. For All Mankind, on est à chaque fois tellement content de les retrouver. Même s'ils sont mal maquillés. Voilà. C'est vrai. Mais il y a un truc comme ça, c'est rare les rendez-vous. Moi, par exemple, il y a une série que j'aime énormément qui s'appelle Starstruck, qui sur le papier ne devrait pas marcher puisque c'est une comédie romantique et qu'à la fin de la première saison, la comédie romantique a lieu. Et je trouve génial qu'elle se pose la question de et après. Et elle le fait sur 3 saisons, c'est-à-dire et après une première fois et après. Et là, tout d'un coup, il y a un truc qui me semble être profondément de la série, c'est-à-dire je les ai suivis jusqu'au bout de leur histoire. Et en même temps se renouveler, du coup, il y a la question du renouvellement aussi. Et en même temps non, parce qu'elle raconte la même chose. Oui, c'est-à-dire... comme Succession, comme plein de très très bonnes séries d'ailleurs. Je suis pas sûre que le renouvellement de l'histoire, en tout cas, soit un enjeu pour toutes les séries, pour beaucoup peut-être. Mais là, ce qui est déroutant en ce moment, c'est que, alors non seulement il y a beaucoup de mini-séries, parfois les saisons 2 sont annulées à la dernière minute alors qu'elles étaient déjà tournées. Enfin bon, parfois il y a 2 ans entre 2 saisons, parfois il y a 3 mois. On a oublié ce qui s'est passé, on ne sait plus qui est qui. On va quand même saluer The Crown qui pendant plusieurs saisons est arrivé chaque mois de novembre. On était trop contents. Mais c'était génial, c'était le rendez-vous du mois de novembre, c'était The Crown. Dans la critique, parfois on parle, enfin je sais pas si on en parle encore, mais c'est des choses que j'ai souvent lues, vous savez, le miracle de la 2e saison. C'est-à-dire que apparemment, il y a eu pendant longtemps une tendance à avoir une 2e saison qui était pétaradante, de qualité. Je pense que l'enjeu maintenant, c'est surtout de garder à peu près l'audience. Enfin pour les chaînes, pour les plateformes, c'est ça. On sait très bien, si on s'intéresse un petit peu aux chiffres, on sait très bien que très très peu de séries, hormis Game of Thrones, ont augmenté leur audience à partir de la première saison. Généralement, quand ils la conservent, ils sont contents, et c'est un motif de renouvellement, mais la plupart du temps, ça baisse. Moi, ce que je trouve dommage dans cette économie-là, c'est qu'on a perdu, j'ai l'impression, l'écriture en direct. Il y a une série que j'adorais, c'est The Good Wife. J'ai pas vu la suite. Malheureusement, j'ai décroché parce qu'à partir du moment où Alicia Florrick est partie, à partir du moment où ils ont tué son amant, je pouvais plus regarder. Mais il y avait ce savoir-faire de l'écriture du monde en direct et qui rendait chaque saison intéressante jusqu'au bout et qui accrochait chaque saison à l'autre. Et ça, c'est plus du tout le cas maintenant. Maintenant, il y a vraiment un précipice à la fin de chaque saison. Alors, soit le précipice, c'est un cliffhanger, comme dans La Diplomate, où on se dit, si on n'a pas de saison 2, on est un petit peu dans la merde. Et puis, il y a des cliffhangers qui ne seront jamais résolus. Je suis inconsolable de la saison 3 de Mindhunter. Parce que c'est une série que je trouve exceptionnelle, qui nous a raconté énormément de choses, qui a posé des jalons pendant 2 saisons, et je n'aurai jamais la réponse. Et je mourrais malheureuse. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est de l'écriture en flux. Même si la série n'est pas feuilletonnante en elle-même, elle peut être procédurale, mais avec quand même des personnages qui évoluent d'épisode en épisode, c'est le rendez-vous. Ça dure X saisons. Et du coup, la série, il faut la regarder aussi comme une œuvre de fiction qui regarde le monde à un instant T. Mais du coup, l'enjeu des nouvelles saisons, tu dirais que c'est quoi par rapport à la première ? Et donc, les nouvelles saisons, c'est de continuer ça. De continuer à être l'accompagnement du JT, mais via la fiction. Pour exagérer le truc, parce que si c'est comme le JT, je vais pas c'est regarder. Morning Show pour le coup. Non, mais et je trouve ça assez passionnant à suivre, et c'est vrai que ça, il y a plus trop aujourd'hui de séries comme ça. Et ce qui est intéressant justement entre une saison et une autre, c'est qu'il faut que entre les saisons, il se passe ce qui se passe quand on est en thérapie. C'est-à-dire que le travail, il se fait dans nos têtes entre 2 saisons, pas dans ce qu'on voit. Plus une série me fait penser quelque chose, et c'est ce qui crée une saison 2, c'est naze, ou un final, c'est nul, parce que on s'est tellement fait la série en nous pendant le temps d'absence
qu'on peut être déçu. Mais moi, je pense que c'est un risque à prendre et c'est ça, moi, qui m'intéresse. D'avoir pensé la série, elle va nous entraîner là, oui, ça va aller là. Je la regarde et puis après, mince, soit ils me surprennent et je dis génial, soit ils me déçoivent, je dis bof, mais je continue à quand même les suivre et ils finissent par me récupérer au bout de quelques épisodes. Ted Lasso, par exemple, la dernière saison là, m'a fait cet effet-là, de dire mais pourquoi ils font ça? Mais si. Voilà. Le temps encore, laisser le temps aux séries. Mais prendre en compte aussi le temps entre deux saisons, c'est ce que et entre les épisodes, oui. Parce que pourquoi Game of Thrones a été aussi importante, pourquoi Succession a été, parce que c'était des rendez-vous, pourquoi Meurtre au bout du monde, tout le monde en parle en ce moment, parce que on a le temps entre chaque épisode de se raconter des histoires. La série, c'est vraiment la fiction réelle et la fiction supposée, ce que disait Benoît, c'est-à-dire qu'à chaque épisode, on se demande ce qui va se passer, pourquoi. C'est de l'anticipation. Ouais, un bon épisode de série télé se termine toujours trop tôt, on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Ça dépend. C'est vrai. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ce temps qui nous envahit que n'a pas le cinéma et ça se perd de plus en plus parce qu'on veut tout de suite. Moi, je crois que le vrai enjeu de la saison 2, en fait, il n'est pas pour nous spectateurs, le vrai enjeu, il est pour les équipes qui les fabriquent. Parce que souvent, et ça c'est une immense injustice, on regarde une saison 1 qu'on a mis 5 ans à fabriquer. Et après, on regarde une saison 2 qu'ils ont mis 6 mois à fabriquer, avec en plus des attentes beaucoup plus hautes parce qu'on a vu la saison 1. Et on change aux auteurs, à tout le monde. On change leur façon de travailler d'une saison sur l'autre. Et nous, on est ultra critiques parce qu'on a vu la saison 1 et qu'on veut pas être déçus. Mais je pense que pour le coup, et pourtant on a pu constater que mon niveau de tolérance est assez bas, je pense qu'il faut avoir un minimum de tolérance et de comprendre que tous les gens qui ont fabriqué cette série ont travaillé 10 fois plus vite pour faire la saison 2. Et peut-être qu'il est là, ce mot miracle de la saison 2, c'est que si tu as réussi en 1 an à faire ce que tu as réussi à faire en 5 ans, effectivement, t'es en train de faire un miracle. Et du coup, la culbute, la transformation et peut-être notre envie d'être surpris. Enfin, rares sont les saisons 2 qui sont presque mieux que la saison 1, mais comme une saga, le 2 est souvent moins bon que le 1. Moi, je pense à part peut-être Broadchurch ou des séries comme ça qui ont redistribué complètement les cartes à la saison 2, où on a refait le game, on a contredit ce qu'on avait dit dans la saison 1, où là, il y a un vrai truc de rebondissement. Même continuer une histoire qu'on a commencée avec 6 fois moins de temps et 10 fois moins d'argent, le regard des critiques qui a changé et on n'est plus la nouveauté du moment. Je pense à Yellow Jacket, par exemple. Oui, mais Yellow Jacket a réussi sa saison 2. Mais c'est un miracle. Effectivement, c'est un miracle. Je pense que là, c'est attention, danger. Et je suis sûre qu'il y a des showrunners qui sont soulagés d'être annulés. C'est l'abattoir, la saison 2. Surtout, il y a un changement aussi en termes pratiques qui était un des enjeux de la grève des scénaristes, qui est que, en fait, souvent en saison 2, c'est même plus la même équipe maintenant. Parce que les rythmes de production ont changé et que, en fait, on se retrouve avec des nouveaux scénaristes, une writer's room totalement nouvelle pour une saison 2. Donc, on perd la continuité, on perd la passion qui avait animé justement l'écriture de la saison 1. Et donc, ça donne des saisons 2 qui vont être parfois un petit peu bancales, qui ont été réalisées effectivement dans des conditions très complexes. Pour moi, une nouvelle saison excellente, c'est un équilibre parfait entre le renouvellement et quand même une certaine continuité, la reprise des ingrédients qui ont fait qu'on est tombé amoureux dans la saison 1. Par exemple, Buffy, il y a un nouveau méchant à chaque saison. Mad Men, il y a toujours un nouveau client qu'il faut aller récupérer, il y a toujours des enjeux autour du bureau, etc. Et par contre, l'arc personnel des personnages, il va évoluer. C'est des personnes qui vieillissent, qui ont de nouveaux amants, de nouveaux deuils à gérer, etc. Mais par contre, il y a une répétition de ce qui marchait à chaque fois, des conflits qui ont fait qu'on est resté dans la saison 1. Ce qui est toujours un petit peu bizarre, c'est par exemple quand une série envoie un des personnages principaux à Tokyo pendant toute la saison 3. Nous, c'est pas ce qu'on aimait en fait, on aimait voir ce personnage interagir avec tous les autres personnages et parfois pour des raisons pratiques, pareil, ou parce qu'ils ont envie de trop se renouveler, ils vont envoyer un personnage tout seul ou ils vont isoler tous les personnages et donc on perd la dynamique et l'alchimie qu'on avait dans la saison 1 ou dans la saison 2 et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui marche plus. Si For All Mankind, dans la saison 5, il y a plus personne qui part dans l'espace et on n'est que dans les bureaux de la NASA tout le temps, je pense qu'on aura un déséquilibre trop important. Par contre, si on perd aussi toutes les dynamiques qu'il y avait au Texas, etc., bah c'est pareil. En fait, on a besoin quand même de garder toujours un petit peu les ingrédients qui ont fait que ça a fonctionné au début, tout en se renouvelant suffisamment pour que ce soit pas trop répétitif. Et ça, je pense que c'est très compliqué, et d'autant plus quand les équipes, elles changent tout le temps, et qu'il y a une pression énorme, et le flingue sur la tempe, etc. Ça dépend aussi un peu du talent à l'œuvre. Hein. Tu vois, par exemple, non mais c'est vrai, en fait, c'est vraiment enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais tu vois une série comme The Bear, que j'aime beaucoup, avec une saison 2 qui a l'air de ressembler beaucoup à la saison 1, et qui est en fait très très différente, je trouve, qui est pas dans les mêmes dynamiques, qui traite les personnages de façon beaucoup plus individualisée, qui les montre en relation avec leur propre environnement, qui passe beaucoup moins de temps sur le personnage
personnage principal et ça donne 2 saisons qui justement donnent l'impression d'être finalement beaucoup plus complémentaires. Et c'est parce qu'il y a du talent derrière, à l'écriture, aussi beaucoup à la réalisation et aussi beaucoup du côté des acteurs qui ont été très bien choisis dès le début. Et ça, c'est pas toujours possible. Moi, j'aime bien aussi quand il y a des 2e ou des 3e saisons qui ressemblent pas du tout à la première, mais pour des bonnes raisons. Vous voyez, une série comme Killing Eve, avec des showrunneuses différentes en fait. À chaque fois, en tout cas, c'est le projet, exactement, mais c'est un projet qui est assumé dès le départ. Et ça donne des séries très différentes, avec presque un ton qui n'est pas le même. Du coup, moi, j'aime beaucoup la saison 2, j'aime un peu moins la saison 3, et pourtant, c'est les mêmes actrices, c'est à peu près la même histoire, c'est les mêmes dynamiques. C'est une série assez répétitive aussi, mais on a 3 objets un petit peu différents. Et encore une fois, c'est parce qu'il y a des bases extrêmement puissantes. Puis ça se pense dès la saison 1 avec l'hypothèse qu'elle sera renouvelée aussi. Donc tout à fait. Et généralement, je trouve que les meilleures séries à plusieurs saisons sont celles qui savent déjà dès le départ où elles vont. Oui, mais c'est terrible parce que je pense à l'exemple de Drôle de Fanny Herrero, qui était vraiment une série qui était plein de promesses. On avait adoré ses personnages, on avait envie de les suivre et on sentait que Fanny Herrero, elle sait écrire une série, donc elle savait où elle allait nous emmener. C'est quand même dingue que Netflix n'ait pas eu même l'élégance de lui offrir une saison 2 pour au moins lui permettre d'aller là où elle voulait aller, en tout cas de nous montrer le chemin. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils sont quand même obnubilés par la mini-série, par l'idée que ça aille vite, que il faut vraiment que ce soit des succès et des succès qui nous dépassent. C'est-à-dire que des cartons, c'est le carton ou rien. Exactement. Mais moi, par exemple, je découvre via mes étudiants des séries dont je n'ai jamais entendu parler. Alors, je suis vraiment une vieille personne, mais je découvre que les séries qu'ils regardent, c'est. Qu'est-ce que je suis alors? Mais par exemple, moi, je suis passé à côté de Ginny et Georgia, qui est un truc très sympa. Voilà. Mais et c'est très vraiment addictif. un truc très important pour eux aujourd'hui. C'est Gilmore Girl à peu près, Ginny et Georgia. C'est avec des seins. Voilà. Il y avait plus de meurtres quand même. Enfin, bon, il y a un peu de, voilà. Donc, il y a vraiment une sorte de recette d'une vieille série, en fait, j'ai l'impression. La nouveauté, la singularité de Drôle, ça, et effectivement, que The OA se soit arrêté au bout de la saison 2, alors qu'on avait quand même très envie, et eux savaient où ils allaient, puisqu'ils avaient écrit les 5 saisons, en tout cas l'arc entier, fait qu'aujourd'hui, les plateformes sont un peu aussi des fossoyeurs. Et ce serait bien que quelqu'un, aujourd'hui, récupère Drôle et fasse la suite, ou voilà, parce que on avait une série singulière, et que cette saison 2, elle nous aurait prouvé, affirmé qu'elle racontait quelque chose de l'époque. Oui, on a vécu la même chose avec Mixed, à mon avis, sur Prime Video. Il y avait la capacité à nous entraîner vers une saison 2. Alors moi, il y a quelque chose que j'aimerais dire, mais qui est lié, alors je sais pas vous comment vous le vivez, mais qui est lié à notre métier du rapport avec la saison 2. Je suis tellement, j'ai l'impression obligé d'être toujours sur les nouveautés qui arrivent, que parfois, quand je dis à mes rédacteurs chefs, bon, j'aimerais parler de la saison 2 de, ah ouais, mais t'as déjà parlé de la saison 1 de The Bear. Donc, pourquoi tu parlerais de la saison 2? Ben, peut-être que ça va permettre aux téléspectateurs de découvrir The Bear, puisqu'il y a la saison 1 qui est déjà disponible, etc. Alors, parfois, j'y arrive, mais souvent, je n'y arrive pas. Et surtout, mon temps est compté. Donc, tout ce que je dois regarder, puisqu'il faut que je puisse nourrir la machine à critique, à chronique sur les nouveautés, ben, que la saison 2, For All Mankind, j'avais défendu la première saison énormément. Et avant que je voie la saison 2, tout le monde l'avait vu avant moi, presque. Parce que j'avais pas le temps, en fait, de la voir. Je sais pas vous comment vous le vivez, mais moi, c'est quelque chose que je trouve très difficile, qui fait que parfois je revois les saisons 2, voire pire quand c'est la 3 ou la 4, après tout le monde. C'est surtout un tri, j'ai l'impression qu'on peut pas suivre toutes les séries en même temps. Moi, je sais que je vois beaucoup de premières saisons et qu'après, je sais qu'il y a quelques séries. Par exemple, Only Murders in the Building, je sais que c'est comme The Crown, c'était mon rendez-vous, je la regarde et c'est vraiment pas du tout un exercice critique. Je les regarde pour moi, en fait. Mais on est un peu obligé, on est un peu soumis, nous, à défricher ces nouveautés-là parce que l'espace aussi critique série, il est quand même tout petit. Enfin, et encore, je dis ça, il y a une émission une fois par mois sur Canal qui parle de séries, ce qui est déjà énorme. Au Monde, t'as une belle place, mais elle est quand même toute petite par rapport au cinéma. Télématin, c'est une chronique. Enfin, c'est-à-dire qu'on a quand même des espaces très réduits et on voudrait parler d'énormément de choses. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus de séries que de films aujourd'hui. C'est presque plus accessible. Et évidemment qu'il faut défendre le cinéma en salle. Puis surtout que ça demande pas le même temps, en fait. Regarder 2 saisons d'une série, regarder un film, c'est pas le même Qu'est-ce que ça dit de votre temps. place en tant que journaliste, du coup, vis-à-vis du cinéma? C'est dur. C'est dur parce que non, ça se passe très bien. Ça se passe d'autant mieux, enfin, en tout cas, au Monde. Moi, je trouve ça incroyable ce que tu as réussi à imposer au Monde. Oh, c'est gentil. Mais vraiment. Non, mais c'est-à-dire que d'avoir une vraie critique au Monde, qui est quand même le journal, voilà, c'est rare. Enfin, vraiment. Alors, il y a des gens qui ont défriché un petit peu le terrain avant, mais c'est vrai qu'on est aidé aussi par l'industrie parce que de plus en plus, c'est de milieux qui sont poreux. Il y a des gens du cinéma qui viennent vers les séries et inversement. Tout à coup, même en France, on a Virginie Efira qui fait une série avec la spécificité des séries qui est qu'elles se consomment, entre guillemets, dans l'espace domestique, parfois en famille, de façon tout à fait différente que cette cérémonie de la salle qu'en France, on a tendance un peu à sanctuariser. Mais moi, ce que j'essaye de dire à ma rédaction en chef et qui est encore difficilement
Audible, et je pense que vous avez tous le même problème, c'est qu'il va y avoir 1000 fois plus de gens qui vont voir Pam et Tommy sur Disney+, que de gens qui vont voir... Attention au film que tu Attention au film que je vais choisir, mais qui vont voir, je sais pas, Au revoir Paris, ou et encore, c'est un film qui a bien marché, ou en tout cas un film que nous, on va beaucoup défendre dans nos pages. Ça, on a encore du mal à leur faire comprendre la différence. Là, je les ai étonnés. Il y a pas longtemps, je parlais avec Caroline Monod, qui est notre rédactrice en chef, et je lui disais, mais tu sais, Polar Park, là, ils sont en train de dépasser en thérapie. Et forcément, elle peut pas le savoir. Elle est complètement sur Gaza et sur l'Ukraine, c'est son travail. Et elle était très étonnée. Et je lui ai dit, vous savez, il faut vraiment valoriser ce papier, il faut le faire monter un peu à la une, parce que les gens regardent beaucoup. Donc ça, on est encore dans une myopie de la presse par rapport à ça. Même de film à film, pas que de série à film, parce que contrairement par exemple Voleuse, qui a pas forcément beaucoup intéressé les critiques, elle a été énormément regardée, et personne l'a surveillée en se disant de toute façon ça va être d'un point de vue critique, etc. Et en fait, les plateformes en général, séries ou films, devraient allouer beaucoup plus de journalistique derrière. Oui, tout à fait. Moi, j'ai tendance à être optimiste, et par ailleurs là, sur ce sujet-là, je suis assez pessimiste. Enfin, les séries, C'est dire. les séries Dallas étaient regardées sur TF1 par la France entière. Et il y avait 3 papiers qui se battaient en duel pour parler de Dallas. Et quand il y avait les papiers, c'était pour dire que c'était de la bouse, avec personne qui essayait d'expliquer. C'est le surmoi critique cinéphile aujourd'hui. Et donc, mais on en est encore là. En réalité, on a été rattrapé par les tendances. Moi, j'ai l'impression d'être le chroniqueur tendance des fois. Ah oui, c'est la tendance. Donc, en fait, ce qui me sauve aujourd'hui, c'est que les séries, oui, ok, on en parle, il y a de la communication, les plateformes sont nombreuses, etc. Donc, il faut en parler. Mais au final, le regard qu'on porte sur l'objet, encore au sein des rédactions, est quelque chose de, oui, mais c'est un truc de niche. Et effectivement, ce que tu dis est très juste. C'est-à-dire que chaque fois obligé de répéter qu'en réalité, on va pas se poser la question sur telle pièce de théâtre. Et encore, le théâtre, c'est un mauvais exemple parce que la critique théâtre aujourd'hui, dans les médias de façon globale, c'est en train de disparaître totalement. Mais effectivement, de tel film ou tel artiste musical va avoir plus de place que une série qui pourtant est regardée par une masse de gens. Ils n'ont pas conscience de ça, quoi. J'ai une expérience un peu différente parce que j'ai vraiment eu l'impression, en faisant à la fois du cinéma et des séries, qu'on me demandait beaucoup plus justement de parler de séries. J'ai entendu tellement de fois que le cinéma, ça n'intéressait personne, que justement c'était un vieil art, que c'était un truc un peu mort, que plus personne n'allait en salle, alors que par contre tout le monde regarde des séries, donc propose-nous un peu plus de papier série. Tout le monde s'en fout de ton film ukrainien, en noir et blanc. Par contre, tout le monde a Netflix, donc c'est ça qui nous intéresse. J'ai jamais trop eu l'impression que je devais lutter pour parler de séries, même si, t'as raison, l'espace critique est en train de disparaître, malheureusement, ça c'est vrai. Pour moi, ce qui est plus compliqué, c'est de parler de séries qui ne sont pas sur Netflix. À chaque fois que je parle d'une série que j'adore, on me dit, mais c'est sur Netflix ? Non ? Ah bah non. Alors. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment dommage parce que justement, il y a tellement d'offres et il y a tellement d'œuvres vraiment géniales qui méritent d'être défendues. On est quand même dans une logique commerciale où il faut aller là où les gens sont, et donc il faut leur parler effectivement de Pam et Tommy et de séries Netflix, et on peut pas parler de plus petits projets qui mériteraient d'être défendus. Ça, je trouve ça dommage. Après, en étant indépendante, j'avoue que j'ai le luxe de pouvoir privilégier les saisons 2 justement, parce que comme disait Renan, pour moi une série n'est une série que quand elle a une saison 2. Avant ça, c'est juste une mini-série en fait. Je vais tout de suite avoir des chouchous qui ont une saison 2 et je vais aller tout de suite les favoriser dans ma couverture, parce que justement je me dis celle-là il faut les défendre, il faut aller regarder Yellow Jackets, ce qu'ils ont fait justement en saison 2, ou Abbott Elementary, enfin aller regarder un petit peu si l'essai est transformé ou pas. Tu te sens pas obligé de défricher forcément les nouveautés comme disait Benoît. Non, c'est ça. Et du coup parfois je rate pour le coup pas mal de nouveautés, mais parce que je suis pas enfermée là-dedans en étant freelance. Je peux vraiment choisir un peu les projets que je veux défendre. Je peux aussi arriver bien plus tard et donc compter vachement sur le boulot des autres critiques pour dire ah ouais j'avais raté Andorre, bah super. Ouais voilà exactement. Et parfois je suis contente quand j'arrive à défricher. Enfin For All Mankind, j'étais super contente, ou Succession, d'être vraiment sur le coup dès le début et de les défendre quand il y avait peu de gens qui les regardaient. Mais ça m'arrive aussi d'être en retard. Et là, je suis bien contente qu'il y ait un travail critique qui existe encore dans des grands médias pour défendre justement les saisons 1 qui méritent d'être vues. Une série qui a une saison 2, tout de suite, j'ai envie de la défendre encore plus, j'ai envie de la protéger, parce qu'on sait qu'elles sont fragiles, que les saisons 2, les saisons 3, 4, elles sont de plus en plus rares et de plus en plus fragiles. Et donc, il faut aussi essayer d'encourager au maximum ces projets-là. Mais la critique série, c'est un peu une anomalie en fait, c'est-à-dire que, et pour le coup moi je suis bien placé pour en parler parce que cette émission sur Canal+, c'est une anomalie, c'est-à-dire qu'on est sur une chaîne, on parle des projets donc de plein de séries, donc de plein de chaînes différentes, et ça pour le coup, moi je suis rédacteur en chef de l'émission, jamais on m'a demandé de pas parler d'une série France 2, de pas parler d'une série Netflix, voilà. Canal m'a dit le principe c'est de parler de toutes les séries, donc vous avez le droit de parler de toutes les séries, donc pour le coup ça c'est une anomalie, mais en même temps on voit bien que c'est un espace dont nous on a une émission par mois, on a 50 minutes par mois pour parler de beaucoup de séries, c'est ridicule en fait, et en même temps c'est déjà super que ça existe, et l'émission a 5 saisons, pour le coup on essaye d'être le plus pas exhaustif possible,
possible, mais peut-être le plus personnel. C'est-à-dire que ce que j'aime moi dans l'émission, c'est que chacun vient avec ses goûts, ses envies de parler de telle ou telle chose. C'est vraiment un espace qui est tout petit. Mais la particularité étant peut-être aussi que la plateforme MyCanal, elle diffuse absolument tous les diffuseurs, donc ça vous autorise à parler parce qu'une série France 2 comme une série Netflix sera visible sur MyCanal, Oui, donc c'est alors, aussi un cas particulier. Ouais. Moi, à Télématin, mis à part la série de prime time de TF1 ou d'M6, qui forcément, je vais pas dire à France 2 le matin, ce soir, allez sur la concurrence, bien évidemment. Mais c'est une vraie question. Et même moi, je l'intègre en soi. Mais j'ai parlé de Syndrome, par exemple, quand il y avait Feu Salto, et que Salto avait diffusé Syndrome, série TF1, dès l'été, 1 mois et demi, voire 2 mois avant TF1. J'ai pu faire une chronique sur Franck Tillier et les séries à Télématin, ou avec des extraits de Syndrome en disant, et si vous voulez la voir, c'est sur Salto en ce moment, sachant que ça allait être un événement de TF1. Et mes rédacteurs chefs ont été ravis que j'en parle. Donc, il y a des endroits, mais effectivement, on est des anomalies. Et surtout, moi, ce qui est fou, et à chaque fois j'en ai des sueurs froides, c'est que quand on fait les séries Canal, Audrey qui est venue dans l'émission, Charlotte, vous dites ce que vous voulez. Et j'ai eu parfois des moments où les chroniqueurs ont défoncé des séries Canal. Oh non. Et j'étais là, bon bah ce sera peut-être la dernière émission, et c'est jamais le cas. Donc, et c'est jamais le cas pour le coup. Et donc parce que il y a le jeu de la critique et le respect de la critique, et ça c'est la force du cercle, et au cinéma et en série, c'est que il y a un respect pour la parole critique et qu'elle soit un peu constructive. C'est-à-dire quand je dis qu'ils défonçaient les séries, c'est-à-dire qu'ils avaient des arguments contre. C'est très rare, et les médias aujourd'hui sont quand même tellement affiliés à des choses que, comme tu disais Benoît, c'est même pas une question de censure, c'est une question de bon sens. Émission Le Cercle, dont on rappelle pour nos auditeurs qu'elle est disponible en podcast maintenant pour tout le monde, parce qu'avant C'est c'était vrai. que sur Canal pour les abonnés Ça vous Canal. pas nos têtes. Écoutez-les, exactement. J'ai commencé en 99 à France Culture. Quand je voulais parler de séries en 99, HBO, on est déjà, ça y est quoi. Enfin, les séries adultes, elles existent. Je parle de séries à mes collègues, les gens se marrent. Dans les directions, il faut attendre 2008 pour que je puisse avoir... Alors, je parlais de séries occasionnellement dans des émissions généralistes, exceptionnellement quand c'était toujours lié à l'actualité, à la géopolitique. West Wing m'a beaucoup aidé. Il y avait toujours un épisode de West Wing que je pouvais citer dans une chronique, dans une émission d'actu. Mais petit à petit, 2008, pour qu'il y ait une série documentaire à France Culture où on raconte l'histoire des séries, pour que tout d'un coup les gens se disent « Oh là là, mais en fait, il y a des choses à... » Ben oui, on finit par en arriver à la création où on a eu à France Inter pendant 3 petites années 1 heure en série, où on a réussi à tenir ce truc pendant 3 ans. Et aujourd'hui, c'est tellement partout qu'en fait, tout le monde peut en parler. Ça dévalue le métier du coup. Ces pages séries dans le monde, ça a un impact aussi pour nous, parce que tout d'un coup le monde, ça crédibilise quelque part la série. Des podcasts que tu fais, Anaïs, aussi, qui soient très écoutés, voilà. Je pense au travail, elle le citera pas, mais le travail de Charlotte, ces documentaires, The Art of Television, qui racontent aussi comment on fabrique une série, qui sont des œuvres très importantes. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des textes, des choses qui restent. Nous, on fait de la télé, c'est rigolo, mais là, il y a des textes. On est des clowns, nous. Mais il y a des choses qui restent, et surtout, il y a des choses qui ont un vrai apport culturel, de documenter la série. Le livre de Pierre Langlais aussi, créer une série. Voilà, merci, sinon j'allais me faire tuer si je l'avais pas cité. Les livres de Pierre Langlais, le prochain sort bientôt. Réaliser une série. Exactement. Charlotte, sur la place des journalistes séries, vis-à-vis notamment des journalistes cinéma. Il nourrit encore un peu au nez. Moi, je suis journaliste cinéma, donc me regarde pas méchamment comme Non, ça. toi, Anaïs aussi, Non, mais moi, je suis même prof d'histoire du cinéma. je donc, parle tu vois. pas de j'allais dire ma génération, mais je pense qu'il y a des années entre nous. Moi, je me suis beaucoup plainte de ça, mais je continue à le faire et je vais me faire regarder de travers, mais c'est pas grave. Pour revenir sur ce que disait Benoît, on est devenu à la mode, la série est devenue cool, et du coup, tout le monde s'est mis à en parler, et là où tu te fais regarder de travers par un journaliste cinéma, si t'oses faire un tweet pour dire que t'as été voir un film alors que t'es journaliste série, t'as pas d'avis à avoir, ferme-la. J'ai vu des journalistes cinéma qui avaient regardé 3 séries dans leur vie commencer à donner leur avis sur les séries. En faisant ce métier depuis très longtemps, pas aussi longtemps que Benoît, mais longtemps, pas avant les années 2000, j'ai du mal à voir des gens arriver qui n'ont pas le socle culturel et qui n'ont pas un minimum de connaissances quand même pour donner leur avis sur les séries, et je vois passer des trucs vraiment à la va-vite sans avoir conscience de pourquoi cette série elle sort aujourd'hui, de quoi elle s'est inspirée, par qui elle est influencée, à quoi ça fait référence ce personnage, est-ce qu'il a des racines ailleurs. Ça m'énerve énormément. Je pense que on travaille tous très dur. Effectivement, aller voir un film en projo et se mater 10 heures de série, c'est pas la même implication. Moi, quand je travaillais chez OCS, on avait une émission cinéma, une émission série. Ma collègue, elle partait pendant ses heures de travail voir un film pendant 1h30. Moi, je regardais 10 heures de série la nuit. Parce qu'en fait, pendant que j'étais sur place, si je regardais sur mon ordinateur une série, c'est que je glandais. Donc le regard, je trouve, qui se pose sur nous, je dis pas qu'il s'arrange pas parce que oui, tout le monde a compris que la série c'était important, mais je pense qu'on n'a pas encore ce côté extrêmement
classe, élitiste, on n'est pas encore des gens très intelligents. Notre analyse n'est pas autant la télé reste respectée. méprisée, ça c'est sûr. Oui, la télé reste méprisée. Quand tu sors un livre, c'est un petit livre. Quand tu sors un documentaire, c'est un petit documentaire. Ce que disait Benoît sur le côté tendance, il y a un côté, les séries, c'est le côté tendance, il n'y a pas le fond, et il n'y a pas un C'est travail. l'aspect pop, en fait. Voilà, exactement. On fait pas ça parce que c'est cool, enfin ça se voit, on passe des heures et des week-ends et des vacances à regarder des séries, à lire des livres, à lire les critiques américains, les critiques étrangers, à se tenir au courant, à lire des bios, à se prendre la tête et tout, pour qu'au final, j'ai le sentiment, jamais on va nous respecter autant qu'un journaliste cinéma, parce qu'il y a un passif du cinéma, parce qu'il y a une hauteur de la salle. Et en même temps, je connais peu de journalistes séries qui sont complètement aveugles au cinéma. C'est-à-dire que, Charlotte, tu connais quand même très bien le cinéma, t'as plein de choses à en dire. Oui, mais j'ai pas à en parler, en fait. C'est pas ma place, parce Ça, que c'est tu le grand comprends, débat du toi, tu cercle. regardes des séries. Ça dépend des médias aussi. Il y a des médias Sûrement. plus ouverts sur la question, mais moi je travaille dans un groupe qui a plusieurs titres à l'intérieur et je sais que c'est une conversation qui a lieu dans chaque titre et c'est compliqué dans chaque titre. Personne n'a trouvé vraiment la solution pour l'instant. Je crois que c'est la critique aussi en tant que telle qui est menacée. Oui. C'est le format, c'est pas simplement la critique série, elle est toute jeune. On n'a pas de Serge Danet, en tout cas pas encore. On n'a pas de grande figure tutélaire auquel se référer. Justement, quand je regarde Cheers la nuit, j'essaie de regarder dans la presse américaine ce qui a été écrit. En fait, même à l'époque, il y avait rien. Donc la critique série, même aux États-Unis, elle est très très récente. Et c'est un format qui est difficile à défendre. Nous, on a des problèmes de pages, de pagination. On a encore un print qui nous fait vivre. On a beaucoup de mal à trouver de l'espace. Je crois que c'est le cas dans pas mal de canards, Libération aussi, mais de ce que j'entends, même pour les critiques cinéma, ça commence à être difficile aussi. Mais justement, là, on arrive aussi sur l'industrie, c'est-à-dire quand il y avait le côté, comment vous êtes vu par les journalistes et par le public, etc. Maintenant, j'aimerais bien savoir aussi vis-à-vis des attachés de presse et des communicants, des gens qui créent des séries, quand ils vous approchent, ce que vous pensez de la façon dont vous travaillez avec eux, comment ça fonctionne aussi tout simplement. Dossier. Je pense que ça dépend vraiment avec qui on travaille et ça a énormément évolué au fil des années. Il y a eu un moment où déjà il y avait beaucoup moins de séries, mais du coup on recevait tout. Après on faisait notre choix et on regardait, on avait le temps de regarder et de vraiment défendre ce qu'on avait eu le temps de découvrir. Maintenant déjà il faut beaucoup demander les séries. Supplier les séries. Supplier, voilà. Et on les a ou on les a pas selon qui on est, pour qui on travaille. On sait, parce qu'on communique tous entre nous, c'est un petit milieu, que certains les ont, d'autres les ont pas. Et donc quand on a la réponse qui nous dit non, les épisodes ne sont pas disponibles, alors que le voisin les a depuis 2 semaines. Il y a les mêmes avec les projections de presse aussi. Oui, tout à fait, c'est ça. Et de plus en plus, en fait, le monde des séries a reproduit justement ce cloisonnement et cette hiérarchie un peu atroce du monde du cinéma, où t'as les cool, les pas cool, ceux qui ont le droit au screener, ceux qui n'ont pas le droit au screener, ceux qui ont le droit au final de la saison et pas les autres. Ceux qui n'ont que 2 épisodes. Ouais, et pareil avec les interviews. Comme c'est devenu une production de plus en plus riche, regardée, plébiscitée, il faut aussi créer en fait des espèces de hiérarchies. Et donc on a de plus en plus de difficultés d'accès. Enfin moi je le vois vraiment et je vois qu'en étant pigiste, ça dépend pour quel média je travaille. Il y a des médias où tout de suite si je dis que c'est pour tel média que je fais la critique, on m'envoie, il n'y a pas de souci. Si je dis juste c'est pour moi en tant que journaliste série et après justement je vais décider à qui je peux proposer mon sujet, tout ça, ils sont là ouais non c'est bon. Si je suis connue, ça marche mieux que si je suis pas connue. Enfin là ça marche mieux à mon âge qu'il y a 10 ans quand je demandais des screeners, on me les envoyait moins. Enfin en plus on reçoit aussi souvent des produits qui sont pas finis, ce qui arrive moins en cinéma où quand on arrive à la projo généralement le film il est entier. Pas fini, c'est-à-dire il n'y a pas l'étalonnage, pas les effets, pas... Ouais, il y a même parfois... Ouais, il n'y a pas beaucoup post-synchro, d'écran vert, il n'y a pas la girafe de The Last of Us. Si, la girafe, elle y était, mais il n'y avait pas tout le reste autour. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui manquent. Après, ça fait partie de l'exercice critique. Souvent, on doit juger un petit peu en faisant un pari sur l'avenir et en imaginant qu'à la fin, ce sera bien. Et on les voit juste dans leur voiture au volant avec l'écran vert derrière et on se dit, bon, ce sera hyper poignant au moment où ce sera diffusé sur HBO. À la fois, c'est devenu plus facile parce que j'ai pu me créer une place et donc les attachés de presse me connaissent mieux, mais globalement, c'est quand même devenu plus difficile d'avoir accès aux screeners. L'accès aux séries, ouais, et d'avoir accès longtemps à l'avance, parce que parfois on reçoit les screeners la veille de la diffusion aussi. Donc là, c'est très bon drôle courage. ça. Ils pensent vraiment qu'on va... Et avec le mail le lendemain, qu'en avez-vous pensé? Ouais, non. Clair. Si je devais schématiser, il y a 2 mondes. Il y a le monde du côté des plateformes qui pensent qu'on est juste des communicants. Complètement. Et si on reçoit le goodies en plus qui va avec, on sera ravis de dire le plus grand bien de la dernière série, machin. Et une anecdote, c'est au moment du jeu de la dame, personne de chez Netflix m'avait interpellé pour me dire est-ce que ça t'intéresse, etc.
Le jeu de la dame, c'était vu, c'était critiqué, et là je reçois au bout de 15 jours un petit mail qui dit « Hey, le jeu de la dame ouais, donc en gros, ils avaient même pas écouté ce que j'avais pu dire, c'est-à-dire qu'ils me proposaient de faire un truc sur le jeu de la dame 15 jours après la sortie, et donc je l'avais vu, et donc j'en avais parlé. Et de l'autre côté, il y a les chaînes de télé qui fonctionnent presque encore à l'ancienne. De toute façon, on n'a pas la date de diff avant 3 semaines, donc on sait même pas quand est-ce que ça va passer. Même moi, au sein de mon propre de France Télé, j'ai pas accès à des épisodes. Il faut vraiment que je les demande pour qu'ils m'envoient bien en amont en disant on sait pas trop quand ça va passer, etc. Bon, exceptionnellement, hier, j'ai pu voir les 2 premiers épisodes de La Peste. On sait pas quand est-ce que ça passe, mais c'est parce que c'est le producteur qui m'a convié à la projection. Ouais. J'arrive pas à savoir comment on nous perçoit, en fait. J'ai l'impression que vraiment, en fonction du média, moi, ils sont contents qu'à Télématin, je parle de leur série. Mais il y a des réflexes aussi un peu bizarres, c'est-à-dire que là, récemment, on a été, je pense, le seul média à pas être convié sur un tournage d'une sitcom. Le Monde, ouais. Ah oui, tout à fait. Moi non plus, j'ai pas été convié. Je travaille pour la chaîne. Et je travaille pour la chaîne en plus. C'est des gens qu'on connaît bien, il y a absolument aucun souci, puis on peut pas être partout. Mais on s'est dit à un moment, mais est-ce qu'ils ont pensé que c'était pas pour nous, que c'était trop populaire, que c'était trop gaulerie, que c'était pas des gens dont on a envie de faire le portrait. Au Monde, quand même. Oui, non, mais et ça c'est un a priori que je trouve injuste et puis surtout complètement faux, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même suffisamment intelligent. Enfin, j'espère qu'on est quand même suffisamment intelligent pour dire autant du bien de HPI que de Succession. Donc ça, il y a des réflexes encore un peu anciens. Ça m'a un peu étonné, mais ça existe encore, ça. Mais cette idée-là où ils font la ligne éditoriale à notre place, moi je le vois beaucoup avec Netflix. Alors pas pour le cercle, c'est un autre problème, c'est un problème d'avoir des images. Ça, c'est vraiment une bataille non-stop. Mais pour Cinématiseur, c'est-à-dire que pour le coup, nous, et j'ai la chance d'avoir un journal qui fait que cinéma et série, c'est traité de la même manière. C'est-à-dire que je peux avoir autant de pages pour faire une interview série qu'une interview cinéma. Donc ça, c'est royal. Et encore une fois, c'est l'économie singulière du magazine qui permet ça. Mais nous, ce qu'on aime, c'est d'aller chercher des choses un peu étranges. Donc on cherche dans les catalogues et plusieurs fois, on nous a dit « Ah non, mais ça, c'est pas du tout une priorité pour nous. On n'a pas les screeners. » On a dit « Mais ça sort chez vous. » « Ah non, on sait pas. » Voilà. Et donc, Meurtre au bout du monde, moi, j'attendais énormément la série. Quand j'ai appelé Disney, elle savait même pas ce que c'était. C'est-à-dire, elle me disait « Ah bon, il y a ça, voilà. » Je me souviens de ce coup de fil et elle me parlait de Tout va bien en me disant « Mais ça, faut absolument que tu le vois. » Je disais « Oui, mais très bien, je vais le regarder, mais moi, je voudrais voir ça. » Et en fait, ce que disait Anaïs, elle a raison. C'est-à-dire que on doit supplier pour demander des screeners, mais c'est même pas parce qu'ils ne veulent pas nous les donner, c'est que parfois, ça ne les intéresse même pas de nous montrer les séries. C'est des plans de com, en fait. C'est-à-dire que la com, elle est sur la série française qui va sortir. Elle est pas sur la série coréenne qui va apparaître sur son truc. Donc, il faut parler de ça. Après, c'est leur métier et on peut pas leur jeter la pierre. C'est-à-dire que ces gens-là obéissent aussi à des règles. On nous ment beaucoup, on nous met en concurrence les uns par rapport aux autres, ce qui, je crois, ne fonctionne pas, en fait, parce que, du coup, je reprends ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas vu comme une élite, mais du coup, ça nous a rapprochés, en fait, de nous faire ça. Quand tu mets des gens en marge, crois-moi bien qu'ils vont se réunir et qu'ils vont pas se trahir et que oui, on va te dire quand machin a eu le screener et bidule, et c'est pas pour mettre dans l'embarras une chaîne, c'est pour essayer entre nous que tout le monde puisse travailler correctement. On n'est pas en compétition, on fait ce métier par passion, on n'est pas assez payé, récompensé, mis en avant, mis en lumière pour faire ça parce que c'est cool, on fait ça parce qu'on aime. C'est comme être écrivain, tu gagnes pas d'argent, tu fais ça parce que t'aimes écrire, ou scénariste. Ça, c'est une chose. Après, moi, ce que j'ai découvert en sortant du sérail, en faisant du documentaire, c'est que là où on te disait non pour une interview de 7 minutes avec quelqu'un, parce que tu passais par le réseau normal. Le fameux junket. Les attachés de presse, dont la première réponse est non, et la deuxième aussi. Et la troisième, éventuellement, on te dégage 7 minutes. Moi, en faisant du documentaire, en squeezant tout le monde, en passant par directement les agents, avec juste un peu de culot et de patience, je me retrouvais 3 heures chez David Chase. Alors qu'on m'avait dit non pendant des années. C'est peut-être pas forcément de leur faute aux attachés de presse, mais je pense qu'ils ont peur de la série, parce qu'effectivement la série est devenue cool, parce que tout le monde se jette dessus comme des vampires, et du coup ils savent plus gérer, c'est trop compliqué, il y a trop de demandes. Et donc ils reprennent les méthodes du cinéma. Et ils hiérarchisent d'une manière bizarre. Moi, le nombre de gens que j'ai rencontrés par des documentaires et qui m'ont dit « Alors c'est comme ça les journalistes en France, vous regardez vraiment nos séries ?» Mais mec, je connais 30 personnes qui regardent vraiment ta série. Et en fait, ils n'ont pas accès forcément à nous. Et pourtant, on a une très bonne réputation. Les journalistes français ont une très bonne réputation, notamment grâce au festival, à Sérimania ou autres. Quand les créateurs étrangers viennent en France et qu'ils ont des interviews ou des masterclass par des journalistes français, ils sont toujours hyper contents parce que oui, on s'intéresse à ce qu'ils font et oui, on a une culture. Par rapport aux attachés de presse, ils ont tellement de choses aussi. Oui, bien sûr. Parce que tu racontes sur Disney, typiquement, qui sait même pas que... C'est qu'en fait, ils ont tellement de choses à mettre en avant et ils sont tellement peu nombreux. Parce que nous, on dit terrible. On citait l'exemple d'une sitcom
com de Canal, mais on a vu à Canal le service de presse se réduire, le nombre de personnes se réduire avec au moment où le nombre de propositions se multipliait sur leur propre chaîne ou groupe de chaînes. Donc en fait, je sais pas pour leur jeter la pierre à eux aussi, c'est qu'ils sont eux aussi obligés de mettre des priorités comme moi je suis obligé de choisir des séries par rapport à mes médias, mais eux aussi, et donc là-dessus, personne nous aide quoi. Enfin, on est un peu perdu quoi. Ce qui est fou en plus, c'est que c'est juste tellement simple, on le voit parce qu'il y a certaines plateformes qui le font, d'avoir un site internet sur lequel on met tout. Et après, on va piocher, Apple. nous, en tant que critique, on regarde, on y va régulièrement, on regarde ce qu'il y a de nouveau qui est sorti et on va choisir comme ça. Et on n'a pas à demander, regarder les dates de diffusion, machin, pour se faire un programme. On a juste tout qui est disponible. Et en fait, ces plateformes-là, une fois qu'elles existent, on se dit, mais pourquoi toutes les plateformes ne font pas ça, toutes les chaînes ne font pas ça? Oui, mais c'est une question de contrôle. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que Apple, ce qui est super, c'est qu'effectivement, on peut tous aller piocher des séries, voir ce qui nous intéresse, là où d'autres plateformes ont besoin en fait de contrôler la communication et on le voit sur les affiches, dans la rue. Il y a un manque de confiance, moi j'ai l'impression, de toute façon, entre les diffuseurs et la presse française, alors je connais pas très bien aux États-Unis, peut-être que Charlotte pourra confirmer, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette méfiance-là. En tout cas, moins. En tout cas, ces plateformes-là, aux États-Unis, elles existent pour toutes les chaînes. Ouais. Tu peux aller piocher. Là, tu comme sens toujours sur Apple. Une crispation. Moi, je me souviens d'une grande plateforme, quand elle s'est lancée en France, elle a lancé une grande série qui était pour le coup très réussie, mais ils ont balisé les projections. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ils nous ont invités, ils nous ont fait passer un par un dans la salle de projection. Oui, c'était très très impressionnant pour une série qui était ma foi très réussie et sur laquelle il y avait absolument aucune raison d'être crispé à ce point-là, quoi. Et on nous utilise aussi un peu maintenant, ce qui est très à la mode dans le cinéma et qu'on est en train de faire en série, c'est la fameuse projection test, c'est-à-dire que on nous montre à quelques critiques le premier épisode, voilà. Et si on pouvait leur dire comment la vendre, comment le faire fonctionner, comment voilà. Dans le cinéma, ça existe depuis des années. Et en série, là, je vois petit à petit le truc arriver. La fameuse série dont tu parles, effectivement, c'était ça. C'était parce que moi, je me suis retrouvé donc à cette projection. Je suis sorti et j'avais le créateur devant moi qui me demandait ce que j'en avais pensé. Alors, et c'était assez fou. Et en même temps, moi, je me mets à la place donc de ces créateurs de séries, tout ça, qui sont un peu dépossédés quelque part de leur série. C'est-à-dire que, en fait, un film sort, on en parle, le public, les audiences, tout ça. Là, en série aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui est un succès et ce qui n'est pas un succès. Pourquoi Drôle n'est pas renouvelé alors qu'on a l'impression que la presse en a parlé ? Parce que Netflix décide que les audiences sont pas suffisamment bonnes. Qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on appelle une pas assez bonne audience ? Exactement. Et surtout, c'est la question du quantitatif et du qualitatif. Moi, aujourd'hui, je voudrais pas être un créateur de série dans l'économie française parce que tout est crispé, compliqué, avec des diffuseurs de plus en plus exigeants. Enfin, les enjeux, je pense que c'était plus facile il y a 10 ans de faire une série qu'aujourd'hui. En tout cas, c'était plus libre. On a cru que la plateforme, c'était l'Eldorado aussi à un moment, et on a cru que justement des séries qui marchaient pas pouvaient continuer à exister sur des plateformes parce que vous allez sur Netflix, vous voyez Drôle, ça vous fait pas rire, et vous vous désabonnez pas. Et en fait, on se rend compte que ce paradigme, il est pas du tout vrai, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des annulations de séries qui nous paraissent pour nous sans enjeu, en tout cas pour une boîte qui va très bien comme Netflix. Si vous aviez un message à faire passer à la communauté des scénaristes, quel serait ce message ? Déjà, merci de nous avoir écoutés. Évidemment que tout le monde rêve peut-être de faire une série pour Arte ou une série pour Canal ou une série, mais qu'il y a peut-être aussi un espace sur TF1, il y a peut-être un espace sur France 2. Enfin, on n'a pas parlé par exemple de Plus belle la vie, de tous ces daytime soaps qui sont peut-être aujourd'hui les séries les plus regardées en France. En tout cas, de pas vouloir reproduire la hiérarchie cinématographique dans les séries et de rester peut-être curieux dans l'industrie et que peut-être on a besoin de gens, je pense aux créateurs d'HPI, c'est-à-dire qui sont des super scénaristes, je pense à Julien Scooter par exemple, parce qu'ils avaient une contrainte et ils l'ont transcendée et ils ont fait un truc qui fait que tout le monde est content de le regarder. C'est super de faire En thérapie, c'est super de faire Split, mais c'est aussi très bien de faire HPI et je pense que c'est là, dans cet équilibre du microcosme, que les séries françaises seront de mieux en mieux. Ne pas être simplement dans la recherche de l'auteur, mais être aussi dans les rouages et la fabrication. Le message que j'enverrai, c'est de dire allez jeter un œil sur tout ce que la France a pu écrire, tourner, produire dans les années 60, 70, 80, milieu 80. Ça s'arrête un petit peu à ce moment-là, ou du moins en créativité. C'était la preuve que on peut faire des choses pas forcément abouties, je dis pas que c'est des chefs-d'œuvre, tout ce qu'il y a eu, mais il y avait des idées. Il y avait la conscience qu'on parlait à un public qui n'avait que sa télé pour pouvoir regarder des séries. Tout était possible. Et que si on y va avec cette liberté-là, il y aura à batailler. De toute façon, il y aura tellement de batailles à mener avec les producteurs, avec les diffuseurs, avec tout ça,
que déjà en termes de créativité, faites tout ce qui est possible et que nous, enfin moi j'espère que nous, critiques, on regardera avec cette intelligence-là en sachant que bah oui, on sait faire aussi la distinction entre une série qui arrive sur une plateforme, une série qui arrive sur une chaîne, une série qui arrive l'après-midi et qui est en quotidienne, et de peut-être déceler que dans tel épisode de tel feuilleton quotidien, à un moment donné, un scénariste s'est senti libre de dire un truc dans ce formatage-là et que ça, nous, on l'a vu. Écrivez sur ce qui vous obsède et pas sur ce qui vous intéresse. Ne soyez pas complexés. Je trouve que les scénaristes français sont souvent complexés, se sentent obligés de dire beaucoup. J'ai envie de leur dire, laissez de la place à l'imagination, laissez de la place aux sentiments du public, laissez de la place à vos propres sentiments. Et n'essayez pas de plaire à tout le monde. Je pensais aussi à effectivement aller étudier ce qui a déjà été fait. Après, bon, je veux pas donner des leçons d'écriture justement aux scénaristes. Je dirais aussi peut-être faites des séries si vous avez envie de faire des séries. Parce que parfois, on se demande si, justement, comme la série est devenue l'objet culturel numéro 1, s'il n'y a pas des gens qui auraient aimé être scénaristes de cinéma, par exemple, mais qui vont plutôt aller s'essayer à la série. Et parfois, ça donne de très belles choses et de très beaux accidents. Mais parfois, on a aussi l'impression que, justement, il n'y a pas forcément d'amour pour les codes dont nous on est tombé amoureux, justement le cliffhanger, la tension sexuelle, le procédural, le rendez-vous, les personnages qui peuvent tenir des années et des années en termes de narration. Et en fait, ces formats-là, forcément, ils existent moins, il y a moins de place pour les développer à l'écriture, mais je pense regarder ce qui a été fait dans le passé et regarder pourquoi on est tombé amoureux de toutes ces œuvres-là, essayer de reproduire ça, tout en y ajoutant notre patte et nos obsessions personnelles. Je pense que ça peut être je sais pas, la meilleure manière de faire des belles séries, parce que parfois, oui, on a l'impression que l'écriture est empêchée par plein de choses, que ce soit le budget, que ce soit les chaînes, la production, et que ce soit les complexes, et aussi parfois peut-être une absence d'amour pour le feuilleton, en fait, vraiment ce qu'on a tous aimé quand on a découvert la télé, quoi. Moi, je vais être niche et je vais juste dire aux scénaristes de cinéma que quand ils viennent faire de la série, qu'ils aient pas honte de faire de la série et que c'est pas en arrivant en série en disant je suis venu faire un film à la télé qu'on va aimer ta série. Ah, ça c'est sûr. Au contraire, parce que nous on aime la série et moi j'ai aucun problème à aimer une série faite par un cinéaste, mais pas si il arrive en vomissant partout. Malgré l'essor des mini-séries en particulier qui sont bouclées, qui se rapprochent un peu de ce format-là. Mais en fait, il ne faut pas avoir honte d'utiliser ce mot. Ce n'est pas un gros mot. Feuilleton, série, mini-série, on dit ce qu'on veut. Mais j'ai vraiment du mal à me dire t'es venu profiter du temps, t'es venu profiter de ce public dans l'intime, t'es venu profiter de tous les avantages à faire une série et tu oses me dire que t'as fait un film long. T'as pas honte en fait. Donc voilà, merci. Merci à vous. Mic drop. Les critiques séries et le scénario, c'est terminé. Merci encore Anaïs, Renan, Charlotte, Benoît et Audrey pour leur participation. Merci à la Bibliothèque du cinéma François Truffaut pour l'accueil de l'enregistrement. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.